Est-ce que nous avons Monsieur Serge de Becquet au téléphone? Oui, le glouton est là. Je trouve vraiment gonflé, Daniel. Bon, c'est peut-être pas moi le plus gonflé des deux. Hein. Moi, je vous ai vu à table. Bon, enfin bref. Comment allez-vous, mon cher Serge? Je vais bien. Bon. Je vais bien. Je suis dans la France profonde et je vais fort bien dans la France profonde. Bien, alors vous allez très très loin dans le sud tout bientôt, mais là pour l'instant vous êtes dans l'ouest. Oui, je me suis arrêté chez des amis, chez des fidèles amis en Vendée, dans un lieu qui s'appelle Saint-Hilaire-des-Boués. Ah, ça c'est bien. Donc c'est-à-dire que vos derniers amis sont à Saint-Hilaire-des-Bois, quoi, en fait. Oui, c'est ça, c'est dernier, ceux qui restent. Alors Serge, je suis content de vous avoir au téléphone pour montrer quand même que vous gardez un œil sur cette émission qui est la vôtre, je le rappelle pour des auditeurs oublieux, et puis également parce que c'est sympathique de faire, vous qui avez maintenant du détachement, puisque vous n'aurez plus qu'à participer à cette émission qu'une dizaine de minutes toutes les semaines, ce qui est quand même exceptionnel, de nous faire une petite carte postale de vacances. Et là, alors vous auriez quelque chose à raconter à nos auditeurs émus et suspendus à vos lèvres. Ouais, je pense bien. Vous savez que dans la France profonde, maintenant, la grande mode dans les plus petits villages, c'est d'organiser des rencontres plurielles, multiethniques. Alors, par exemple, on invite des groupes du Burkina Faso à venir remuer le derrière dans des salles de fête de petits villages du Bocage, ou des choses comme ça. Il paraît que ça participe de l'amitié entre les peuples et d'un fructueux mélange pluriel de cultures. Oui. Culture. Alors là, il y a un exemple à Cholet. Un exemple récent à Cholet, parce que le maire de Cholet, qui n'est pas la moitié d'un imbécile, a organisé une exposition qui s'appelle du Bosphore à la moine. Alors le Bosphore, tout le monde sait ce que c'est. La moine, il n'y a vraiment que les Choletais qui savent. Même moi, je suis pas sûr. J'ai l'impression que ça doit être une petite rivière qui traverse Cholet, mais ça demande à être vérifié. Et donc, naturellement, le truc consiste à faire venir des artistes turcs, ou des œuvres d'artistes turcs à Cholet. Oui, c'est bien. C'est la moindre des choses. Bah oui, mais oui. Ça paraît tellement évident que je suis étonné que personne n'y ait pensé plus tôt. Moi, je m'étonne que vous étonniez. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'ils font Alors, ce sont des artistes. On dit pas d'ailleurs turc, on dit quand on parle français, le journaliste bien, on dit Istanbuliotes, parce qu'ils viennent d'Istanbul. C'est où ça, Istanbul? C'est une ville qui n'existe plus. Ah non, je connais Constantinople, je connais Byzance, mais ça Istanbul, n'existe plus. Mais Istanbuliote, ça n'a jamais existé parce qu'on disait Stambouli. Ah oui, c'est plus joli. Stambouliote. Enfin, ça fait un journaliste du journal local, pas forcément alphabétisé jusqu'au bout. Il peut aussi être parfaitement analphabète. C'est même plutôt recommandé. Et alors donc, ces artistes istanbouliotes ont été invités à venir exposer leurs œuvres à Cholet. Mmh. Voilà, jusqu'à la mi-décembre, des œuvres de 16 artistes présentées par une galeriste turque. Une galeriste, vous savez, c'est une dame qui tient une galerie. Ah, d'accord. Une galeriste turque. Et alors, une de ces artistes s'appelle, je vais prendre mon élan, Handan Borutetchene. Ça va, me suivez toujours? Ça va, on vous suit. Handan Borutetchene, qui a, elle, présenté une œuvre admirable, disons le mot admirable. Elle a fait peindre, elle a fait griffonner plus exactement des mouchoirs par 1000 enfants. Il y a 2000 mouchoirs, des petits mouchoirs de Cholet. Évidemment, d'accord. Vous avez compris. Sur les 2000 mouchoirs, il y a 1000 petits mouchoirs de Cholet et 1000 petits mouchoirs de Constantinople, propres, décorés par des enfants turcs. Et les autres étant décorés par des enfants du bocage, quoi, non? Voilà, des Vendéens, quoi. Voilà. Et alors, donc, ces mouchoirs sont destinés, vous allez voir, c'est quand même très très important, ils sont destinés à, ouvrir les guillemets, sensibiliser le public sur l'effet négatif de la guerre sur la vie des civils. Parce que pour le cas où les gosses ne le sauraient pas, où les Choletais ne le sauraient pas, la guerre a des effets négatifs sur la vie des civils. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est le journaliste de Ouest France. C'est une découverte profonde et nouvelle. Ça renouvelle quand même beaucoup le discours sur la guerre. Ça fait partie de l'acculturation plurielle. Mais non, mais c'est bien. Quelque part. Donc, alors ces 2000 mouchoirs, qu'en faire à part se torcher dedans? Eh bien, Madame Handan Borutetchene, elle a trouvé un truc génial pour sensibiliser le public sur l'effet négatif de la guerre sur la vie des civils.
Elle a accroché ces mouchoirs dans un musée. Mais quel musée? Le musée du souvenir vendéen. Oui. C'est-à-dire le musée où on célèbre avec beaucoup de discrétion, beaucoup de discrétion, la Shoah vendéenne, Oui. le génocide des Vendéens par les ordures républicaines du général Turreau, entre autres, grand tueur devant l'Éternel. Et elle s'est pas contentée de suspendre ses mouchoirs devant, dans le musée du souvenir vendéen. Elle les a accrochés, cette Madame Handan Borutetchene, elle les a accrochés devant les portraits des chefs vendéens. Et des chefs bleus aussi, alors, non? Non, justement. Ah. Eh non, c'est ça l'astuce. Parce que naturellement, pour montrer les effets, sensibiliser le public sur les effets négatifs de la guerre sur la vie des civils, il faut savoir que les effets négatifs sont plus graves quand c'est les ennemis qui les font que quand c'est les amis. Or, Madame Handan Borutetchene, pour des raisons qui m'échappent, elle est républicaine, et donc elle trouve que le général Turreau, par exemple, est un type très bien. En revanche, les autres chefs, les chefs chouans, eux, sont de pâles ordures qui sont cause que les civils éprouvent les effets négatifs de la guerre sur leur vie. Et elle les a, donc les portraits des chefs chouans sont voilés, pas comme Madame Handan Borutetchene dont on voit la photo, et d'ailleurs on regrette qu'elle n'ait pas suivi l'exemple des portraits, parce qu'elle a une tronche pas possible. Donc, les chefs vendéens... Ça, c'est de l'attaque à féminin. Oui, absolument. Non, mais écoutez, elle avait qu'à faire ses cochonneries chez elle. Après tout, moi, je vais pas poser du papier hygiénique sur la grande mosquée d'Istanbul. Hein. Donc, elle est venue faire ça, et le maire de Cholet, qui s'appelle Gilles Bourdelex, était très content de son truc. Il était absolument ravi. Seulement, il y en avait qui n'étaient pas du tout ravis. C'est nos amis monarchistes, royalistes de toute tendance, membres du souvenir vendéen et souvent d'ailleurs membres du forum sur Internet Vexilla-Régis, que vous n'êtes pas sans ignorer, comme disent les imbéciles de Ouest France, mon cher Daniel. Et donc, ces gens-là sont allés voir le conservateur du musée en disant « Vous avez exactement 4 minutes pour retirer vos saloperies, autrement on va s'en occuper de nous-mêmes ». Alors il y a eu un petit mouvement divers, comme on dit, et ils ont fermé le musée. Voilà. De fait, le musée est fermé depuis le week-end dernier. Dimanche, des sympathisants vendéens avaient tenté d'entrer dans le musée en protestant contre ce manque de respect pour les visiteurs et les auteurs des œuvres, en ajoutant, même cruelle et sanglante, l'histoire doit être présentée. C'est une garantie pour que ces errements ne se répètent pas, a dit Gilles Bourdelex, lequel d'ailleurs avait toléré juste avant l'exposition. C'est-à-dire que tant qu'on dit rien, ils font des conneries, et dès qu'on commence à râler, ils disent oui, effectivement, c'est pas très sérieux, et on va donc fermer le musée. Pour l'instant, le musée est fermé, et alors je vous donne la suite de l'article. Dans les prochains jours, l'artiste turc... Alors, il faut savoir que l'artiste turc, Handan Borutetchene, elle est venue en France, du coup. Ah bon. Elle a pris l'avion à Constantinople, elle est venue en France. Vous voyez l'importance de la chose, quand même. Pour décrocher ses mouchoirs ou Eh bien non, pour rencontrer le maire de Cholet afin de trouver un compromis. Et j'invente rien, c'est écrit en toute lettre. Dans les prochains jours, l'artiste turc devrait rencontrer le maire de Cholet afin de trouver un compromis. En attendant, l'installation est restée en place, mais elle n'est pas accessible au public. Et tout ça, vous savez pourquoi? C'est parce qu'en réalité, il y a un des visiteurs membres du souvenir vendéen qui est allé voir le maire et qui lui a dit si c'était un musée de la Shoah, vous laisseriez n'importe quel Istanbuliote faire la même chose. Alors le gars, il a été pris de panique et il a immédiatement fait fermer le musée. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous raconter, un petit témoignage de la vie quotidienne dans les... Alors, ça n'a qu'une importance relative. Alors, est-ce que c'est bien la peine, Serge, d'aller dans la France profonde, de fuir la capitale pour se retrouver face à ces problèmes-là? Parce que d'abord, il fait beau, puis on n'est pas obligé d'aller au musée, on peut aussi se promener dans les sentiers du bocage qui sont de pure merveille. Et puis on peut manger de la très bonne cuisine simple et fraîche avec des produits qui ne sont pas trafiqués, enfin moins qu'ailleurs. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que en fait, tout ça, c'est purement et simplement de l'agitation. Ça n'intéresse strictement personne, parce qu'inutile de vous dire qu'il n'y a pas un seul Choletais qui a foutu les pieds dans cette exposition imbécile. Tout le monde s'en fout ici. Et les touristes, ils ont vraiment autre chose à faire que d'aller voir des mouchoirs torchés par des gosses d'Istanbul. Donc, tout ça, ça fait de l'agitation. Naturellement, c'est lamentable. Bien évidemment, est très largement subventionné par le Conseil général,
et par toutes les associations bidons, sensues, voleuses, tricheuses, piqueuses de fric qui littéralement pillent le patrimoine national et surtout l'argent des contribuables. Mais ça permet à Madame Andon Borutecene de prendre l'avion gratos aux frais du contribuable français pour venir passer quelques jours dans le bocage vendéen, alors que moi qui suis un Français, je suis obligé de payer le voyage à mes frais. Et je ne viens pas d'Istanbul, ça n'existe pas. Voilà, donc moi le message que je voudrais passer pour conclure, c'est clair. Les danseurs maliens, les remoueurs de popotins malgaches, les torcheurs de mouchoirs istanbouliotes, ils n'ont qu'à faire ces saloperies chez eux. On n'a pas besoin d'eux ici. On a, au point de vue culturel, civilisationnel et patrimonial, comme on dit maintenant, largement assez pour occuper les mains d'un honnête homme sans être obligé de faire venir toute... Bon, je vais arrêter parce que voilà. je vais devenir Vous allez devenir... Enfin, tout un tas de gens qui n'ont strictement rien à foutre chez nous, pour parler clairement. Et ces mouchoirs, je dirais bien à Madame Hamdad Borutecene ce qu'elle peut. D'accord. Je viendrai carrément grossier. Voilà. Bon, eh ben c'était... En gros, généralement, on met pas les mouchoirs. Voilà, moi je m'attendais à des cartes de vacances plus riantes, mais ouais. La prochaine fois, bon. Je vous raconterai la plage de... Oui, voilà, la prochaine fois. De La Rochelle ou de je ne sais où. Cécilia, vous voulez dire un petit bonjour à Serge? Il passe chez moi entre Cholet et La Rochelle, c'est promis. Ah, je ne sais pas, vous avez entendu le message, Serge? J'ai entendu, Cécilia. Ben voilà, je sais pas, ça vous voyez, ça, votre vie privée nous regarde absolument pas et ne regarde pas les millions d'auditeurs de Radio Courtoisie. Ça, alors, on se garde à bien de faire un commentaire là-dessus. Toutes mes amitiés vendéennes et vendéennes dans tous les sens du terme, aux auditeurs de Radio Courtoisie et aux lecteurs du Libre Journal, qui sont d'ailleurs les mêmes, hélas moins nombreux en ce qui concerne le Libre Journal. Mais ça pourrait, tout peut changer. Mais non, je voudrais bien que ça reste comme ça quand même, parce que ça serait terrible pour la radio. Non, je pensais que ça pouvait changer, que ça pouvait s'équilibrer. Victoria, vous voulez dire un petit mot à Serge? Non, bonjour, même pas. Elle a fait, rien du tout. Elle a opiné comment on dit, elle a dodeliné. Oui, je vous ai vu dodeliner. Tous, comme on dit. Eh bien voilà. Eh bien Serge, donc, peut-être à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Hein. Puis bonnes vacances, vous qui avez la chance d'en prendre. À bientôt. Au revoir. Et voilà. Merci. Donc, nous avions notre ami Serge de Beketch au téléphone. Il ne le changera plus. Maintenant, c'est fini. Je pense que ce serait dommage. C'est terminé. Alors, je ne sais pas s'il nous entend, Serge de Beketch. Oh, si, comme non. Je vous entends. Comment est-ce que... D'ailleurs, je vais vous en donner un témoignage sonore immédiatement. Olé. Vous avez entendu de la musique espagnole, là? On entend quelques des petits enfants qui destinent enfants. Alors, je suis à Rosès. Ah, qui est vraiment la France profonde, parce que c'est juste de l'autre côté des Pyrénées. Ça n'a rien à voir, mon cher Daniel, avec la Navarre ni le Pays Basque, puisque je suis en Catalogne. Oui, mais d'accord, mais c'était une expression pour faire, vous voyez ce que je veux dire? C'est très au sud de la porte d'Orléans. Vous confirmez que vous êtes français, puisque vous ne connaissez rien à la géographie. Voilà. Alors, je suis donc à Rosès, sous la pluie d'ailleurs, ce qui fera sans doute plaisir à beaucoup de gens qui croient qu'en Espagne il ne pleut jamais. J'ai remarqué une chose, puisque je parle de la France profonde, c'est que quand on est en Espagne, on constate que les appartements qui sont au rez-de-chaussée dans les maisons n'ont pas de barreaux aux fenêtres. Ce qui montre que c'est pas des pays très évolués quand même. C'est-à-dire que ils ont peu de visiteurs. Pas pensé qu'on pouvait passer par la fenêtre pour cambrioler. Donc voilà déjà une différence fondamentale avec ce qui se passe en France. Et puis j'ai fait une remarque en descendant, alors là depuis la Vendée où j'étais la semaine dernière jusqu'à la Catalogne, et j'ai vu passer de très nombreux véhicules de grand luxe, mais vraiment des voitures, des Audi, des BMW, des Mercedes, qui m'ont réconcilié avec l'émigration. Parce que toutes ces voitures de grand luxe sont conduites par des jeunes. Et alors on les reconnaît d'ailleurs, non pas des considérations ethno-racialistes qui sont absolument interdites, d'ailleurs les races n'existent pas comme chacun sait, mais au fait que sur ces voitures de grand luxe sont ficelés d'énormes ballots enveloppés, je parle pas du conducteur, hein, je parle de la charge de la voiture, enveloppés dans de la matière plastique, avec des ficelles, avec des sandoves, et donc on voit bien que c'est des gens qui vont loin. Ils ont pris probablement des provisions de couscous pour le voyage. Voilà. Et alors,
Oui. Dans quel sens? Ils descendent là, enfin. Oui, ils s'en vont plutôt. Ils s'en vont. Enfin, j'ai plus de renseignements, il paraît qu'ils reviennent fin août. Hein. Bah, quand ils ont plus de courses, c'est. Voilà. Quand ils ont fini le couscous, ils remontent en chercher. Et alors, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment des voitures de luxe, des voitures qui valent entre 300, 400, 500 000 francs, 600 000 francs pour certaines. Ah oui, mais enfin ça. Et alors, je me suis dit, mais au fond, on est complètement idiot, parce que en France, on essaye d'aider les défavorisés. Mais moi, je propose une chose extrêmement simple, c'est de demander à ces jeunes gens qui ont entre, disons, 25 et 30 ans, qui ont des casquettes américaines extrêmement élégantes d'ailleurs, qui construisent ces véhicules climatisés en petit Marcel à trou-trou. Je voudrais qu'on leur dise, quand ils vont rentrer, écoutez, réunissez les jeunes de votre cité et aidez-nous à les faire progresser comme vous. Voilà. Comment faites-vous pour vous offrir des voitures de 500 000 balles? Acheter des lotos, faut acheter des lotos multiples. Voilà, alors voilà, oui, parce que c'est le loto multiple qui fait gagner. On ne peut pas croire que c'est uniquement le loto. Il doit y avoir d'autres raisons. C'est pour ça que c'est très hasardeux, en fait, oui. Il faudrait qu'il y ait des cours pour montrer que l'immigration peut aussi être un lieu d'enrichissement personnel et un lieu de progrès en quelque sorte. Enfin, mais là, Serge, je crois qu'il faut vous arrêter. Il faudrait savoir qu'est-ce que ces gens vont ramener comme marchandises. Mais voilà, non, mais je sais pas. C'est ça le problème. Vous ne croyez pas, non? Non, mais je pense que ce sont des commerçants. Mais il faudrait qu'ils nous aident, parce qu'ils peuvent aussi aider leurs voisins et tout. Moi, je voudrais comprendre, et je leur propose de faire des cours. Voilà comment s'enrichir dans le cadre de la République citoyenne, multiethnique, multiculturelle, multipluraliste, et française, bien entendu. Mais voilà. Mais vous serez d'accord avec moi, Serge, pour dire que c'est quand même ces jeunes que vous dites sont quand même une chance pour l'industrie automobile allemande. Ah bah ça c'est évident. Alors là c'est clair, à moins que ce soit. Non, je peux même pas penser. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas une chance pour les assurances, mais c'est une chance pour l'industrie automobile. Ça c'est certain. Voilà. Alors donc voilà, moi ma proposition positive que je fais, c'est aidez-nous, expliquez-nous. Voilà, faites des cours. Hein, et puis ça. Bref. Il y a une chose que je voudrais aussi. J'aime quand vous sortez de la polémique pour entrer dans la proposition politique concrète. Non, mais c'est pas de polémique, non, c'est que je suis en vacances, c'est terminé tout ça. D'abord, j'aime tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et je suis comme Victoria pour le dialogue. Pour le dialogue. Oui, je sais pas ce que lui prend, c'est peut-être un coup de chaleur, peut-être c'est cette nuit. Peut-être, c'est plutôt la pluie, là, c'est le rouille un peu. Alors, il y a une autre chose que j'ai remarqué, vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de la France profonde avec une manifestation de danse Balouba, je ne sais où. Ça a été remarqué. Notre sortie a été remarquée. Le musée turc, enfin la turquerie au musée de la chouannerie. Et là, j'ai vu autre chose à Banyuls, qui est, pour ne rien cacher, l'endroit où je passe mes vacances, et dont je voudrais saluer d'ailleurs la municipalité qui fait un putain de bruit, on peut dire. Vraiment, c'est très réussi. C'est une ville qui fait du bruit. Alors là, vraiment, moi j'allais là-bas pour me reposer depuis des années, et alors là, cette fois-ci, j'ai complètement gagné. C'est-à-dire que les fêtes s'arrêtent à 3h30 du matin, le temps que les gens plus légaux les rentrent dans leur voiture, il est 5h, et à 5h30, les éboueurs se mettent de la partie pour les fêtes. Donc c'est bien. Alors là, on est vraiment pratiquement, on risque pas de s'endormir. Hein. Donc, félicitations à la municipalité. Et je voudrais donner un signe d'ailleurs. C'est une municipalité de gauche, je veux l'indiquer parce que c'est important de le savoir. Et il y avait dans le temps un country club qui était fréquenté par des gens assez simples malgré tout, parce que Banyuls c'est pas Monaco, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et ce country club a fermé. Et il a été racheté par la municipalité qui en a fait un centre pour les jeunes. Donc on a des jeunes à Banyuls. C'est les seuls jeunes d'ailleurs, parce que la moyenne d'âge sur ces jeunes-là, c'est à peu près 85 ans. Ouais. Moi, je suis un bambin. Un bambin. Pratiquement, il faudrait que je me promène avec des langes. Donc, ils ont fermé ce country club. Et je voudrais vous livrer un témoignage du fonctionnement des institutions quand la gauche est au pouvoir. Dans ce country club, il y avait une piscine. Et on a trouvé que cette piscine risquait de donner peut-être des goûts de luxe aux jeunes, je sais pas pourquoi. Et on voulait les envoyer à la plage qui est toute proche et qui est une plage de galets, ce qui nous protège d'ailleurs pas mal des invasions, parce que à force de rouler dans des BMW, ils finissent par avoir les fesses molles et le galet ne leur réussit pas. Donc ils préfèrent rester à Argelès où c'est du sable, et nous on s'en plaint pas, faut dire. Mais en tout cas les jeunes qui sont là-bas, on leur a comblé la piscine. C'est-à-dire que la municipalité a fait remplir la piscine de terre.
que les jeunes ne soient pas tentés d'aller se baigner dedans. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est les de gauche. Et d'autre part, alors c'est des obsédés du bouchon, c'est un peu comme à Paris de la Noé, pour des raisons, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, il y avait une fontaine qui marchait pas, ils ont comblé la fontaine au lieu de réparer les tuyaux. Ouais. Donc quand quelque chose ne va pas, ils bouchent. Oui, ça c'est. Oui, enfin, bon, j'allais faire un commentaire désagréable, mais dans certains pays du tiers-monde, c'est un petit peu le mode d'emploi des choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée de réparer. Alors on bouche, on met du sable, ce qui fait que là, malheureusement, le Sahara est en train de se vider de son sable. Il va falloir bientôt en importer, je sais pas où. Le maire de Banyoul, c'est un boucheur, il faut le savoir. C'est bien, il faut tout pour. C'est pas George Bush, mais c'est. Faut tout pour faire un monde. Hein. Mais bien sûr. Et alors pour en revenir et pour conclure avec les délices de la France profonde. Je vous avais donc parlé des turqueries du musée du souvenir vendéen et des danses Balouba. Et cette semaine, je voudrais saluer une initiative qui me paraît extrêmement intéressante dans la Catalogne française. Il y a donc du côté de Perpignan un jeune, disons le mot, un jeune, qui a décidé d'enseigner aux Français qui sont, comme chacun sait, une race d'abrutis, enfin les races n'existant pas, un peuple de crétins, la calligraphie islamique. Et alors le titre du journal local est absolument admirable dans l'ambiance actuelle, c'est l'islam de la sagesse. Alors si vous voulez des islamistes sages, il faut leur faire écrire la calligraphie coranique. Mais j'espère que c'est la calligraphie irakienne. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de temps d'écrire en ce moment, les Irakiens. J'ai l'impression qu'ils sont occupés à autre chose. Ils viennent de massacrer un bon nombre de chrétiens. C'est vrai qu'ils sont très occupés, les Irakiens, faut dire en ce moment. C'est la première fois qu'on met des bombes sur des églises en Irak. Ça n'était jamais arrivé. Si vous voulez mon opinion, quand on m'explique que ce sont des Irakiens qui ont fait ça, ça me laisse extrêmement maussade. Oui, voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Ouais. Hein. Oui. Alors, il paraît, et même Mossad. Serge, vous aviez peut-être une nouvelle qui n'était pas aussi agréable que ça à nous donner. Oui, ça, effectivement, je voulais... Alors, on va changer de ton complètement, c'est même presque incongru de le dire d'une façon aussi brutale, mais j'ai appris la disparition du père de notre marquis, de Jean-Paul Chériguès de Olmeta, qui s'est éteint à 90 ans, ce qui est un âge respectable, mais enfin, quel que soit l'âge à laquelle on perd un père, c'est toujours une grande douleur, une grande souffrance et un grand chagrin. Et je voulais dire toute notre amitié à Jean-Paul et toutes nos prières et tout notre soutien dans ce qui est une épreuve très pénible et très difficile à assumer pour un homme qui maintenant est le dernier de sa famille, qui est devenu le chef d'une famille qui n'existe plus et qui assume ça avec beaucoup de dignité, comme on l'imagine, beaucoup de courage. Et puis surtout, et c'est ce que je trouve admirable chez lui, avec cet humour qui ne le quitte jamais, cette espèce de tranquillité souriante en face de l'existence, qui m'a montré qu'une fois de plus, Jean-Paul Chériguès, notre marquis, est un personnage tout à fait exceptionnel. Alors je voulais lui dire toute mon amitié, toute notre amitié, et demander aux auditeurs de faire une petite place dans leur prière pour le père de Jean-Paul. Eh bien, ils le feront comme je le ferai moi-même. Mais enfin, c'est un homme d'un autre siècle, donc voilà quoi. Alors, un message pour vous, Serge. Désolé de refermer cette parenthèse pour en ouvrir une autre. Il y a les gens sont méchants quand même. On a des auditeurs, il y a des méchants parce que il y a quelqu'un qui dit qu'il paraît que vous passez vos vacances avec Nicolas Miguet. Oui. Non, il y a confusion. Je me suis abonné pour la durée des vacances au journal de Miguet. C'est pas du tout la même chose. Faut pas tout mélanger quand même. Parce que vous avez l'intention d'acheter beaucoup de poissons au bord de la mer? Oui, mais vous savez, moi, le requin, j'aime bien, mais de loin quand même. Je suis pas. Donc vous êtes abonné juste pour les vacances, c'est ça? Pour emballer les sardines et les maquereaux, c'est bien. Oui, ça c'est bien aussi. Le journal de Miguet, c'est très bien. C'est ce à quoi je pensais. Bon, juste pour les vacances alors, juste un petit brin de Miguet, pas plus. Hein. Voilà, d'accord. C'est ça. Okay. Bon, eh bien, comme je le dis maintenant en guise de conclusion pendant les vacances, et après je reviendrai à mon salut traditionnel. Je vous embrasse à tous, comme on dit chez nous.
Bah alors peut-être à la semaine prochaine, on ne sait jamais. J'espère. Voilà, Peut-être du Maroc, parce que je vais continuer à descendre vers le sud. Ben oui, mais alors là, on vous entendra plus du tout. Dans ma visite de la France profonde. Allez donc passer 3-4 semaines au Sahara, c'est très bon pour l'âme. Oui, c'est gentil, merci. Je pourrais emmerder personne. Oh, je ne me permettrai pas, chef. Voilà, Serge. Eh ben, que Dieu vous garde. Hein. À bientôt. Au revoir. Monsieur de Beketch. Monsieur. Comment allez-vous? Je vais mal. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mal parce que j'ai plus de téléphone. Je n'ai plus de téléphone. Comment ça? Par miracle, mon portable ne sonne plus et mon fixe, comme on est quand même à près de 1000 km de Paris, il faut comprendre que ici c'est encore un petit peu le Moyen-Âge. Ça marche au charbon. Et ça marche quand ça veut. Ça marche quand ça veut. Mais là on vous entend bien, clair et net, hein? Oui, mais à mes frais. Ah, bah j'en suis vraiment. Alors nous allons passer pas plus de 3 quarts d'heure au téléphone. Alors le trésorier de l'association. Voilà. Vous avez peut-être un petit bonsoir à dire aux auditeurs comme ça en passant. Oui, bon, oui. Oui, bonsoir les auditeurs. Voilà. Et puis bonsoir à moi aussi. Bonsoir Serge. Bonsoir Victoria. J'espère que tout le monde va bien. On va pas trop. On se cramponne. Bon. Voilà, on se cramponne. Alors. Je continue mon exploration de la France profonde. Alors, j'aurais tellement de choses à vous dire. Je ne vais pas vous dire tout ce soir. Je vais abréger un petit peu. Mais vraiment, je suis inquiet. Hein. Je suis inquiet pour la France et les Français. Enfin, qu'est-ce que c'est comme ça? Voilà, il faut pas se rendre malade pour autant. Et je voudrais quand même vous livrer un secret. Je viens de découvrir ce que c'est qu'un geste citoyen. Vous savez que maintenant, citoyen est devenu un adjectif. Ah oui, c'est même une formule absolument incontournable. C'était un con, maintenant c'est un adjectif. Oui. Un citoyen. Alors, il y a ce que Raffarin appelle le geste citoyen. Qu'est-ce qu'un geste citoyen, à votre avis? Ah mais je sais pas trop. 5 minutes pour deviner, mais pas plus. Non, pas plus, non, j'ai aucune idée de ce que c'est. Un geste citoyen, c'est un geste qui est inspiré par la citoyenneté, vous voyez. Si vous le faites, vous êtes un citoyen. Si vous le faites pas, vous n'êtes pas un citoyen. Vous êtes probablement un ci-devant ou un aristocrate. Et alors, dans un journal que je ne me lasse pas de lire, qui s'appelle L'Indépendant. C'est un journal d'où, alors, L'Indépendant? De Belvignard. Ah, bon, d'accord. Le journal de Belvignard. Et alors, dans L'Indépendant, il y a des informations formidables. C'est toute la gogoterie de la France plurielle qui suinte par tous les ports, PORCS bien entendu. Oui. Et c'est formidable à lire parce que ils sont tout le temps contents, vous voyez, tout le temps contents. Il y a bref, je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit les semaines précédentes, mais c'est toujours ce qui les remplit de bonheur, c'est la pluralité, la multi-ethnicité, la pluriculturalité. J'ai entendu ce matin une chose formidable sur la radio locale. Vous savez peut-être, parce que à Paris vous avez des informations, qu'il y aurait eu, dit-on, un cimetière musulman ou juif qui a été tagué. Les deux. Les deux, voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et notamment le tagueur, qui n'est pas très doué, le tagueur, je vous dis, ferme ta guerre. Hein. Il a écrit Adolf, H-A-D-O-L. Adolf Hitler. Voilà, nous sommes contents. Alors le gars qui commentait ça dit les gendarmes se posent quand même pas mal de questions. Si ça les occupe, pendant ce temps-là, ils vont pas au café. Et alors, les gendarmes se demandent, je cite, si l'individu qui a commis ces déprédations insupportables, insoutenables, n'est pas d'une autre culture. C'est comme ça qu'il est né d'une autre culture. Ce qui est certain, c'est qu'il est totalement... Il est surtout inculte, le gars, complètement. Évidemment, il est d'aucune culture, c'est abruti. D'abord parce que si c'était vraiment, comme on tente de nous le faire croire depuis longtemps, un nationaliste français, c'est-à-dire un homme d'extrême droite, vous l'avez dit une chose, il saurait que même pour l'homme d'extrême droite avant tout, pour le patriote, le nationaliste, on peut détester les vivants, on peut se battre contre les vivants, on peut même à la rigueur les tuer quand ils deviennent vraiment trop gênants. Et une chose qu'on ne fait jamais par principe chez nous, c'est de souiller les morts, les sépultures. Ouais. Ça, c'est pas notre culture, comme dirait l'abruti de service. Alors, donc, c'est pas un geste citoyen de souiller les sépultures. En revanche, pour en revenir à mon sujet principal, il y a un geste citoyen. Je ne dirais pas qu'il y a d'autres cultures qui, elles, ont pour coutume, au contraire, de souiller les sépultures, mais si vous voulez des détails, vous vous reportez à la Bible,
où on vous explique comment on souille les sépultures. C'est très très bien expliqué. Enfin, dans la partie Pentateuque, dans ce qu'on appelle la Torah. Ou alors, également, vous vous portez à ce qui se passe en Algérie en ce moment, dans les cimetières que les Français, comment dit-on, les colons français, je déteste le mot, mais c'est comme ça qu'il faut les appeler, ceux qui ont colonisé l'Algérie, qui l'ont civilisé, les civilisateurs de l'Algérie, avaient enterré leurs morts pour bien marquer qu'ils étaient chez eux et que c'était un territoire à qui ils avaient donné la vie et la civilisation. Et il faut voir ce que font, d'ailleurs, un jour, il faudra demander à Jean-Pierre Rondeau, de venir nous raconter ce qu'il a vu là-bas en Algérie, dans les cimetières. Et on verra ce que c'est que des cimetières profanés. Bon, mais c'était pas ça dont je voulais vous parler, mais je voulais vous parler d'un geste citoyen. Alors, à Hortafa, dans le Roussillon Fenouyed, il y a un type il y a eu un geste citoyen. Alors, je vous lis, donc, l'Indépendant. Hortafa, geste citoyen. Dimanche, en début de matinée. Pourquoi vous prenez l'accent corse? Je sais pas, comme ça prend. Parce que, dimanche, en début de matinée, Joseph Montera, c'est pour ça. Montera, je trouve que ça sonne plus corse que catalan. Est tombé sur la chaussée, se faisant des contusions multiples. Alors, donc, voilà, c'est un bonhomme qui sort de chez lui, il se casse la gueule. Il va être un peu, bon, bref, il tombe. Ça, c'est pas le geste citoyen, parce que il suffit pas de tomber pour être citoyen de la République laïque obligatoire. Il a été secouru par une personne dévouée. Par ces quelques lignes, M. Montera lui adresse ses plus vifs remerciements en espérant de pouvoir le faire de vive voix. Voilà. Ça, c'est de l'information, il m'y connaît pas. Il y a un mec qui tombe dans la rue, il y a un type qui l'aide à se relever. Alors, c'est un geste citoyen, faut pas décoller. Ça, c'est vraiment, ça veut dire que la lui ont donné. Porque la donna d'autres. Voilà, ça se passe à Hortafa. Donc, si vous avez besoin de tomber, allez tomber à Hortafa. Vous avez des citoyens qui vous relèvent. On parlera de vous dans le journal. Enfin, c'était pas à la une quand même, c'était dans une petite brève. Non, bah, c'est une petite brève. Non, c'est la, en ce qui concerne Hortafa, c'est la seule nouvelle de la journée. Des fois, c'est pas, oui, de faire un quotidien, c'est pas nécessaire de le faire tous les jours. Non, vraiment. Comme un hebdomadaire, on peut le faire que tous les 10 jours, par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Oui, dans ce cas, ça s'appelle un décadaire. Et puis alors, il y a autre chose que j'ai noté. Alors là, dans le coin, ça fait pas mal de bruit parce que vous savez que dans le coin, on fait du bon vin. Enfin, oui. on fait du vin. Oui, non, même du bon. Oui, ça arrive. Non, il y en a du bon. Hein. En tout cas, il y en a à Banyuls, il est très, très. Ah, très bah bon. ça, c'est Ailleurs, remarquable. je ne sais pas. Mais Banyuls, il ferait mieux de faire du vin que de la musique, je vous le dis. Alors, donc, on a appris récemment que, moi j'étais stupéfait d'apprendre ça. Alors, je pense que vous aussi, si vous avez eu la nouvelle, il paraît que c'est très mauvais pour les enfants à naître quand les femmes boivent de l'alcool. Ah, mais oui, ça y est, une nouvelle campagne. Oui, j'ai lu ça dans le journal, imaginez-vous. Je lis aussi les journaux. Oui, pourquoi on n'a pas prévenu ma mère quand j'étais... Eh ben, la mienne non plus. Ben alors voilà, c'est tout s'explique maintenant. Donc, c'était dangereux de boire du pinard quand on est enceinte. D'accord? Et donc, ça c'est la nouvelle du siècle. Tous les journaux en parlent, toutes les radios, toutes les télévisions. Il y a quelque temps, on nous a expliqué que c'était le tabac qui était dangereux. Oui. Le tabac fumé tue. Donc il faut mettre sur les femmes enceintes, on met sur les paquets de tabac, fumé tue. Il faut mettre sur faut obliger les femmes enceintes à porter des t-shirts avec boire tue. D'accord? Ou alors on peut le mettre sur les bouteilles aussi. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. On va mettre boire tue. Il y a quelque temps aussi, on a décidé que les piscines étaient très dangereuses parce que les mecs ont découvert que dans les piscines on se noie. Ah oui. Donc, se baigner tue. Oui. Donc la piscine tue. Alors il faut mettre des pancartes à l'entrée des piscines avec la piscine tue. Bon. Et puis récemment, il y a un imbécile un député qui a lancé un appel. Vous avez entendu ça à propos de l'incendie tragique qui a de Savoie provoqué la mort de plusieurs jeunes gens en Savoie. Oui. Il a dit il faut installer partout des systèmes d'alarme anti-incendie. Oui. Parce que brûler tue. Oui. D'accord? Oui, continue. Je sens qu'on va arriver à des choses tout à fait épatantes. Moi, je trouve qu'il faut pas en rester là. Parce que, brûler, boire, fumer, machiner, faire ce qu'il faut pour être enceinte, tout ça, vraiment, ça tue. Oui. Et il faut mettre des pancartes partout pour le dire. Mais, il y a d'autres choses qui tuent. Par exemple, le monsieur d'Hortafa,
Oui. Imaginez qu'au lieu de tomber dans la rue, il soit tombé dans un escalier et qu'il se soit cassé le cou. Oui. Les escaliers tuent. Oui. Donc il faut mettre des pancartes dans les escaliers avec les escaliers tuent. Voilà. Il faut mettre sur tous les appareils électroménagers une affichette avec l'électricité tue. Il faut les mettre au courant, les gens, quand même. Eh oui, au courant. Pas. Ah oui. Sur les prises de courant, il faut mettre les doigts dans la prise de courant, tue. Hein, le beurre qui donne de... Cholestérol. Cholestérol. Le cholestérol, c'est mortel. Le beurre, beurré, tue. Le beurre tue. D'ailleurs, pour d'autres raisons, on le sait, ça. Assez souvent, d'ailleurs. Il faut bien reconnaître. Un peu trop souvent au goût de certains. Bon, enfin, le résumé, finalement, moi, je trouve que la solution, puisqu'on est en vacances, on va faire au plus court, ça serait d'appliquer partout des affiches où il y aurait cette phrase immortelle que je prête habituellement à Jean Ferré, mais je suis pas certain qu'il en soit l'auteur. Il en est l'auteur ou le vulgarisateur. Oui. C'est la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Oui, et c'est la seule d'ailleurs. La seule. Voilà, vivre tue. Vivre. Alors donc résumé, vivre tue. Et là on a bouclé la boucle et tout le monde est content. Eh ben écoutez, elle était jolie votre petite carte de plate, elle n'est pas très en couleur quand même, hein, Victoria. Elle n'était pas. Non, c'est là la prochaine fois il faut la faire en couleur, parce que là elle est en noir et blanc là quand même. Hein. Le noir est si puis-je dire. Mais dites-moi. Je les ai dans le paysage qui s'offre à mes yeux, qui est la baie de Banyuls, qui est ah bah ça oui, ça c'est vrai, oui. C'est plus plus beau que de regarder Franck derrière la vitre, mais enfin bon, on ne peut pas tous être à Banyuls, hein, malheureusement. C'est très très beau aussi. Mais Banyuls c'est pas mal, et je voulais dire une chose, c'est que le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être au-dessus du niveau de la mer. Dieu merci. Voilà. Jean, ce matin, quand vous me parlâtes par les nouvelles, comme on dit, de la conversation, qu'on appelle le téléphone, je vous entendais tapoter sur un clavier, qui me semblait être un clavier de machine à écrire ou d'ordinateur. Oui, c'est un clavier d'ordinateur, oui, bien sûr. Qu'est-ce à dire? Que vous mettriez vos vacances à profit? Oui, on ne peut rien vous cacher, je travaille même en vacances. Et vous travaillez sur quelque chose qu'on peut dire ou pas? C'est un bureau de travail. Et vous êtes un bureau de travail? Non, oui. Parce que si on le dit, ça va provoquer un tel éclat de rire dans le minuscule landerneau de la droite nationale que... Mais écoutez, ceux à qui j'en ai parlé ce midi n'ont pas éclaté de rire. Hein. Ils étaient quasiment au bord des larmes, je dois dire. Hein. C'est la suite? Ils étaient au bord des larmes. Oui, je crois que Serge est en train d'expérimenter des rédactions, une suite de quelque chose qu'on attend depuis 10-12 ans à peu près. Oui, c'est 10-12 ans, oui. Il va descendre de son piton? Voilà, c'est ça. Je suis en train de mettre la dernière main à la suite des aventures du lieutenant Poignard, la nuit de Jéricho. Voilà. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que j'ai écrite avec... votre ami est néanmoins complice Alain Sanders, avec qui je déjeunais ce midi, on était absolument baba. Il en était flabbergasté. Ah, il m'a dit c'est pas possible. Il était très content. Voilà, très content. Bon, mon bon Serge, écoutez, ça nous a fait plaisir d'avoir votre petite carte postale. Paris, mauvais, j'espère. Eh bien, c'est lourd, quoi, voilà. C'est lourd et nous n'avons pas la ville de Banyuls, ni de rien, quoi. Nous avons... Je m'en réjouis. Alors, ce soir, pour vous mettre un comble à mon bonheur, sous mes fenêtres, il va y avoir un concours de karaoké. Ah, alors ça, c'est très bien. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous demandez à Victoria, je sais que c'est bien. Je pratique ça très couramment. Ah oui, c'est la spécialiste du karaoké de Radio Courtoisie, Victoria. Oui. Et ici, rien ne se passe au-dessous de 90 décibels. Oh là là, malheur. Donc, je vais aller dîner dans la montagne. C'est une très bonne idée. Voilà. C'est une très bonne idée. Je vous embrasse à tous, comme on dit maintenant. Eh bien, peut-être à la semaine prochaine, si vous avez encore eu un timbre à nous mettre sur la carte postale. Je suis tout prêt à parler. La question est de savoir si le bon Dieu me laissera le faire. Oh bah je pense que oui. Si ça tient qu'au bon Dieu, à mon avis, c'est gagné. Hein. Maintenant, tout dépend de moi. Je le savais. Alors, nous vous embrassons, mon cher Serge. Merci de m'avoir. À très bientôt et merci surtout nous avoir donné cette petite carte bien agréable c'est agréable, une petite carte de vacances comme ça. Hein, ça il perd pas la main quand même. Moi, j'aime bien. Hein, c'est toujours un peu, il a un mauvais fond, ce garçon. Serge de Bekech, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, monsieur, je suis avec vous. Eh ben, on est bien content de vous avoir au téléphone. Je ne suis plus sur la plage. Ah, c'est fini, vous êtes rentré dans vos foyers. Ah oui. Bon, alors, comment se passent vos vacations? Bon, c'est des vacances, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Non. Mais enfin, vous avez vous avez beau temps tout de même.
Oui, on a un très beau temps. Parce que vous savez que dans la carte de mais non seulement on est content d'avoir beau temps, mais en plus quand j'apprends qu'il a plu toute la journée à Paris. Ah, c'est une horreur, c'était une horreur. Ça ajoute quand même beaucoup à mon bonheur. Parce que quand on a une carte postale, généralement, il y a des formules qui sont obligatoires. Bonjour de machin truc, il fait très beau, on va à la plage, voilà. Hein, ça, oui. Bon, oui, alors, exactement. je subodore que vous allez nous parler d'autre chose que du beau temps. Oui, je voudrais, comme d'habitude, je vais vous parler un peu de cette société plurielle et multiculturelle et polyethnique dans laquelle nous vivons avec tellement de bonheur. Et avant, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de lire la presse de province? Malheureusement, comme habitant Paris, je ne lis que les journaux parisiens qui se disent nationaux d'ailleurs. Moi, je fais mes choux gras de la presse de province. C'est un véritable régal, c'est une merveille. Et alors, je voudrais, par exemple, vous donner un témoignage de la façon dont écrit le journaliste de province, qui se prend pas pour la moitié d'un kilo de cerises. Alors là, il y a le correspondant de l'Indépendant dans un village qui s'appelle la Tourbazelne, qui est tout près de Helne, où il y a un des plus beaux cloîtres de France. Alors le titre de l'article dit la chose suivante: rencontre festive avec l'association citoyenne. Aïe, encore des trucs citoyens. Voilà. Rencontre festive avec l'association citoyenne. Laquelle association citoyenne, apprend-on en lisant l'article, a, ouvrez les guillemets, dans ses attributions, l'ouverture vers l'autre. Oula, ça c'est un peu scabreux quand même. C'est bien, hein? Ouais. Alors maintenant, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous êtes capable, après ce titre, rencontre festive avec l'association citoyenne, sachant que cette association citoyenne a dans ses attributions l'ouverture vers l'autre, est-ce que vous êtes capable de me dire ce qui justifie cet article? Je peux pas le dire et je n'oserais même pas le dire à la radio. Eh bien moi, je vais vous le dire, c'est l'organisation d'une soirée cassoulet. Voilà. Donc une soirée cassoulet, c'est une rencontre festive avec l'association citoyenne qui a dans ses attributions l'ouverture vers l'autre. Alors j'ai longuement réfléchi et j'ai trouvé... Bande de cuisses. Mais non, mais ça s'explique en fait, parce que le cassoulet, c'est le témoignage d'une volonté de paix. Pardon. Oui. Hein? Je vous ne demanderai pas l'orthographe exacte. Moi, je suis nul en orthographe, comme les Français en général et surtout en géographie. Voilà. Les jeunes qui sont ici sont absolument terrorisés. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quand ils savent pas ce que c'est qu'une rencontre festive avec une association citoyenne? Ah non, pas autour d'un cassoulet, non. Enfin bon, voilà, oui. Alors, vous savez, en Catalogne française, il y a une des plus belles régions du monde, probablement, une des plus riches, pas riche par la fortune, mais riche par les sites, par la beauté du paysage. C'est le Val-Espire, on appelle. C'est dans le Val-Espire qu'il y a cette station thermale qui s'appelle Amélie-les-Vins, qu'on appelait Palalda avant que la princesse Amélie n'y vint. Oui. Et dans cette vallée... Elle y vint pour boire de l'eau, alors, si je comprends bien. Elle y vint pour boire de l'eau. D'accord. Mais non, c'est quand même très intéressant parce que un peu plus loin, il y a Arles-sur-Tech, vous savez, qui est la ville où il y a le fameux sarcophage d'Arles-sur-Tech. Oui. Ah, le fameux qui donne de l'eau miraculeuse. Qui donne de l'eau, enfin miraculeuse, qui donne de l'eau, une eau mystérieuse. Miraculeuse, je l'ai expérimenté, elle est miraculeuse. Et en plus, sa provenance est totalement inexpliquée. Il y a une 50aine d'années, un Anglais est venu en vacances là et il s'est dit, mais ça c'est bien des bêtises pour les Français, ces froggies sont capables d'avaler n'importe quoi, la preuve c'est qu'ils bouffent des grenouilles. Et donc moi je vais démontrer en deux coups les gros que c'est du bidon. Et alors ça fait 50 ans qu'il cherche. Il a écrit 3 bouquins pour dire, écoutez, il n'y a pas d'explication rationnelle. Cette eau ne ressemble à aucune autre eau locale, ni l'eau de la rivière, ni l'eau de pluie, ni l'eau de source, ni l'eau de condensation, rien. Voilà. Et curieusement, la fontaine cesse de donner de l'eau, le sarcophage cesse de donner de l'eau quand il va y avoir une guerre. On l'a vérifié plusieurs fois, et on l'avait vérifié juste avant la guerre du Golfe d'ailleurs, de nouveau. Donc je ne vais pas vous parler d'Arles-sur-Tech, c'est un endroit merveilleux qu'il faut vraiment visiter parce que c'est une splendeur. Mais d'un petit village qui est sur la route d'Arles-sur-Tech qui s'appelle Céret. Céret, c'est un très très joli village aussi, très pittoresque, avec des maisons serrées, comme son nom l'indique bien entendu, des petites ruelles avec des fossés, enfin des caniveaux qui font
40 cm de profondeur, parce que il s'y déverse sans arrêt de l'eau de source, une eau torrentielle qui rafraîchit le village d'une façon extraordinaire, si bien que l'année dernière, au moment de la clavicule, que Douche se regrette tellement cette année parce qu'elle ne s'est pas produite, alors qu'il avait tout préparé, cet imbécile. Pour une fois, c'est pas juste quand même, pour une fois qu'il prépare quelque chose, le gouvernement, ils ont pas de peau quand même. On va pas dire du bien des hommes politiques, non. Ah bah non, ils méritent que ce qu'ils ont. Non. Et donc, alors l'année dernière, c'était d'une fraîcheur extraordinaire. On montait à Céret pour arriver à respirer. Et là, on m'avait dit, il y a un marché traditionnel à Céret le mardi soir. Donc hier soir, avec ma petite femme, on est monté à Céret pour voir le marché traditionnel. Alors effectivement, il y a un marché traditionnel. Toute la ville est bloquée. Il y a pas, le village est bloqué. On peut pas rentrer en voiture, ce qui est très bien. Et la rue principale de Céret qui passe devant le musée de Céret, qui est illustre, parce que c'est probablement un des musées les plus célèbres, les plus laids du monde, dans une jolie petite bourgade. Ils sont arrivés à faire un musée dont on hésite à trancher si c'est le contenant ou le contenu qui est le plus vilain. Le plus on sait pas. Disons qu'ils sont en harmonie, quoi. Alors à l'intérieur, vous avez des cochonneries de Picasso, de n'importe quel taré dégénéré. Et à l'extérieur, ça ressemble à une espèce de blocos sur lequel un ivrogne aurait vomi. Enfin, c'est... Bon. Ça s'appelle le musée de Céret. Mais alors, devant ce musée, il y a donc le marché traditionnel. Alors, j'ai relevé les commerçants, marché traditionnel catalan, bien entendu, puisque nous sommes en Catalogne, hein, dans un village du Haut-Vallespire. Aïe, je sens que ça va déraper, là. Non, on dérape pas. Il y avait un arabe marchand d'encens. Il y avait un nègre qui vendait des boubous africains. Il y avait un type d'origine non vérifiée qui vendait des t-shirts probablement américains fabriqués à Taïwan. Il y avait un Péruvien, alors lui reconnaissable, sa tête de Péruvien, qui vendait des pulls verts péruviens. C'est l'époque. Oui, alors, et il vendait des pulls verts péruviens et des chemises péruviennes. Je peux vous dire que les chemises péruviennes ressemblent étonnamment aux chemises chiliennes, lesquelles ont vraiment une relation directe avec les chemises du monde entier, pratiquement. C'est-à-dire, il y a un devant, un derrière, deux manches et un col. Voilà, mais c'est plus cher, c'est tout. C'est ça, la chemise péruvienne. Il y avait des négresses qui faisaient des nattes africaines à des jeunes filles qui avaient jamais foutu les pieds en Afrique, qui étaient des petites blondes, probablement bataves. Parce qu'elles avaient l'air tellement idiotes qu'il ne peut pas y avoir une autre explication. Et juste à côté, en revanche, il y avait une dame qui faisait des nattes indiennes. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre une natte africaine et une natte indienne? Bon, il y a d'abord quelques milliers de kilomètres, mais il y a surtout le fait que la natte indienne, c'est la natte africaine avec des couleurs. Alors, c'est à peu près un sommet de l'horreur, quoi. Il y avait un Chinois qui vendait des faux aquariums. Alors, le faux aquarium, c'est comme un poste de télévision, sauf qu'à la place de l'image, vous avez des poissons en plastique. C'était extrêmement joli. Qui bougent. Qui bougent. Bah oui, qui bougent, bien sûr. Alors, et le gars disait que c'était pas la peine de les nourrir, que c'était bien, c'est mieux. Bien plus simple comme ça, voilà. Eh ben, il y avait un type qui vendait de la colle miracle américaine. Alors là, je sais pas ce qu'il foutait là. Il avait dû perdre son chemin. Il y avait naturellement l'habituel fabricant de tatouages artificiels qui s'effacent, qui tiennent un mois, à condition, précise le tatoueur, qu'on ne se lave pas pendant un mois. Voilà. Et de toute façon, quand vous vous êtes pas lavé depuis un mois, personne n'ose s'approcher d'assez près pour vérifier que le tatouage est toujours là. Donc c'est tout bénéf, hein, finalement. Bon. Et puis il y avait naturellement le marchand de piercing, qui n'est pas général, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Général Piercing, vous me suivez toujours? Oui, Général Piercing, oui, tout à fait. Non, très bien. Non, attendez, c'est vous le chef, hein? Oui, le marchand de piercing, vous savez ce que c'est que les piercings? Vous savez ce que c'est? Ben, c'est se faire, c'est faire des trous. Des agrafes partout. Voilà, des boules, des trucs. Mais les jeunes ont découvert que ça fait mal de se faire agrafer l'oreille, le nez, le front, les paupières, le nombril, le bout du zizi, etc. Alors maintenant, ils ont inventé un truc qui est le piercing faux. Faux. Avec la colle.
Avec la colle de l'américain qui s'est trompé de chemin. Ah, ben voilà. Ben voilà. C'est trop l'explication. Mais oui, mais vous ne... C'est vous, ce qui me choque, c'est le manque de logique. C'est le manque de logique. C'est du gluing maintenant. Gluing. Voilà. Et tout ça animé, bien entendu, par de la musique traditionnelle catalane, qui était en l'occurrence du tam-tam. Mais joué par un blanc. Serge, est-ce que je peux vous interrompre une seconde? Oui, j'en peux. Vous allez reprendre la parole tout de suite, bien sûr, parce que vous êtes chez vous quand même, et c'est moi qui suis chez vous. Mais j'ai constaté exactement la même chose à l'autre bout de la Méditerranée, puisque j'étais ce week-end à Cassis, donc dans les Bouches du Rhône, Ouais. et je suis allé me balader le samedi soir sur le port de Cassis, et il y avait exactement, sur la jetée du port, les mêmes marchands. Oui, mais bien sûr. Boubou, Non, mais grivi, tatouages qui ne tiennent pas à la lessive, piercing, et toutes sortes de choses comme ça. Je pense qu'il s'agit d'un gang international qui est en train de nous acclimater à l'art mondialiste. Et je suis sûr l'art que... mondialiste se signale quand même par son odeur essentiellement, parce qu'il n'y a plus d'enfer. C'est-à-dire c'est une espèce d'odeur sucrée, c'est un mélange d'encens et de je ne sais quoi. Enfin, Oui, de patchouli. Oui, voilà. Et ça sent extrêmement mauvais. Et ça sent pas la saleté, parce que quand on voit les gens, on comprendrait que ça sent de la saleté, mais non, ça sent un truc bizarroïde, c'est totalement artificiel. Ça sent la pêche synthétique, voilà. Voilà. Donc tout ça pour un marché traditionnel à Céret, qui est une des plus belles villes, un des plus beaux villages du Val-Espire, c'est quand même... Ça fout un peu les boules, toi. Ben oui, voilà. Mais, comme quoi, c'est pas la peine d'aller si loin, hein. Vous restez à Paris et ça vous coûte moins cher. Vous restez à Paris, oui. Surtout du côté de la gare du Nord. Comme de la gare du Nord, maintenant, il y en a moins. C'est moins. Voilà. Oui. De quoi, je vous dirai plus tard. Ouais. Tout ça parcouru par des clients néerlandais, anglais, allemands et quelques Français qui s'étaient paumés, bien entendu, en essayant de partir aux Seychelles. Ils avaient raté l'avion. J'ai ouvert le journal quand même pour voir, et alors dans le journal, j'ai vu que 6 jeunes Céretans sont partis au Togo. C'est-à-dire qu'ils ont fait la quête dans le village, et ils ont obtenu assez d'argent pour se payer un voyage au Togo. Pourquoi faire? Je vous le donnais, comme disait l'autre, pour aider des maçons togolais. Voilà. Parce que les Togolais, ils ne peuvent pas maçonner tout seuls. Ils sont obligés de faire venir des jeunes gens de Céret qui n'ont jamais tenu une truelle de leur vie, pour les aider à faire de la maçonnerie. Voilà. C'est bien tout ça. Et puis, toujours dans le même cadre d'internationalisation et de mondialisation, je vous signale que, et là je plaisante pas du tout, à Toreil qui est un village du coin, vient de s'ouvrir un cours de rire sans raison. Alors, le rire sans raison, c'est une méthode qui a été mise au point par un docteur indien bien entendu, qui s'appelle Nadam Kataria, et qui consiste à rigoler sans aucun motif. Alors il réunit les gens, il les fait rire à peu près comme les comiques français à l'heure actuelle, c'est-à-dire il fait rien de drôle. Les gens, comme ils ont payé 2 € pour entrer, ils se marrent. Ils veulent rire, c'est normal, pour amortir l'investissement. Voilà. Et puis à Bonpass, il y a alors Bonpass c'est un tout petit village aussi du sud de la Catalogne française, autrement dit du nord de la Catalogne espagnole, où il y a un monsieur Tan Nguyen qui a ouvert un cours de taekwondo. Ça, c'est une activité typiquement en Catalogne. Oui, mais c'est quoi? C'est un art martial ou c'est de... Bon, alors là, vous m'en demandez. Taekwondo, non? C'est un art martial. C'était de la gastronomie et que ça remplaçait En plus, je crois que c'est coréen, me semble, taekwondo. Ce n'est ni vietnamien, ni chinois, ni japonais. Je crois que c'est coréen. Vous en savez beaucoup plus que moi. Ah oui, mais sur les arts martiaux, je suis très fort. Bon, donc si vous voulez apprendre le taekwondo avec M. Nguyen Tan, qui n'est probablement pas plus coréen. Lui est visiblement vietnamien, Nguyen. Il est peut-être un peu plus bridé. Parce que moi, je suis débridé. Et puis, il faut venir à Bonpass. Donc, vous êtes débridé, vous avez donc pris des cours de rire sans raison. Oui. Je passe mon temps à rire sans raison, parce que autrement, ici, on sangloterait vraiment violemment. On pourrait se faire beaucoup de mal à force de pleurer. Victoria, vous vouliez dire quelque chose? Non, si vous vouliez dire, vous me regardez avec des yeux pas du tout. de poisson en plastique dans un aquarium chinois. Je veux bien lui dire bonsoir. Voilà, je dis un petit bonsoir. Bonsoir, ma petite. Je suis triste de voir dans quel état vous êtes en vacances. Je vais vous donner une petite information, Serge, quand même, parce que c'est une chose intéressante. Vous parliez d'eau tout à l'heure, là, de ce sarcophage qui se remplit d'eau. C'est qu'on vient de découvrir, là, J'ai pas du tout aimé votre ton sceptique, moi, je suis assez antiseptique là-dessus, donc. Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui est, peut-être quelque chose qui est
peut-être un tout petit peu plus scientifique que votre sarcophage, mais bon, je respecte les sarcophages, surtout quand ils s'emplissent d'eau. Faites votre malin, faites votre malin. Un vrai miracle, c'est qu'ils se remplissent de pinard. Donc c'est de l'eau, je veux dire, c'est pas un gros miracle en vérité, quand même. Faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, vous savez qu'on a sans doute trouvé en Israël, près d'un kibboutz qui s'appelle Tsuba, vraisemblablement le lieu ou un lieu où Jean le Baptiste baptisait donc les membres de son groupe religieux. On vient de trouver ça, l'information vient de tomber le 16 août. Et comment sait-on que c'est ça? On sait parce que c'est un baptistère. On vient de le découvrir en fait. Ça a été découvert par un archéologue anglais qui s'appelle très curieusement, son nom c'est Gibson, mais rien à voir avec notre cinéaste préféré. Il s'appelle Shimon Gibson et il vient de découvrir donc une cave plus exactement. C'est pas une cave, c'est une cave parce qu'on descend avec des marches qui ont été vraiment avec toute intention fabriquées dans la pierre. Ça se trouve à 4 kilomètres d'un petit village d'Israël qui s'appelle Ain Kerem, qui est selon la tradition le village natal de Saint Jean-Baptiste. Voilà. On a trouvé ça et on a trouvé notamment donc on descend un escalier, c'est dans une espèce de caverne et on arrive dans une piscine. Ça vient d'être tout à fait découvert. L'information est sortie le 16 août et il y a également donc un endroit à la dernière marche où on devait poser son pied pour l'ablution rituelle des pieds. Il y a une niche où, selon ce qu'on sait de l'archéologie de l'époque, les huiles d'onction avant le baptême étaient répandues sur les pieds. Il y a également des gravures extrêmement frustes sur les murs, dont une qui montre une espèce de personnage avec des cheveux non coupés, ce qui était le cas de Jean-Baptiste, et portant un habit qui semble être fait de poils d'animaux, comme il est dit dans l'écriture. Voilà. C'est intéressant. En somme, ce que vous essayez de m'expliquer, c'est que tout ça pourrait bien avoir un fond de vérité, quoi. Voilà, tout ça pourrait bien avoir, et que Jean-Baptiste aurait sans doute existé. Enfin, c'est très très intéressant. Donc, je pense, d'après les informations que j'ai pu collecter aujourd'hui. C'est aujourd'hui d'apprendre que Jean-Baptiste, qui est cité dans l'Évangile, aurait vraiment existé. Eh bien oui, c'est une chose troublante. Ça me stupéfie beaucoup. C'est une chose troublante. Beaucoup. Oui, je suis content de voir qu'effectivement, M. Gibson Shimon a pu confirmer ce qu'avait écrit avant lui, Monsieur Jacques, Matthieu, Luc et... Voilà. Et Jean. Voilà. C'est plutôt rassurant en somme. C'est intéressant. Alors c'est plus intéressant que ce que raconte Monsieur Duquesne. Ah ben non, mais alors on va pas parler. Non, les gens qui sont à table. Il y a des gens qui sont à table à l'heure où nous causons dans le poste. Donc il faut parler de Monsieur Duquesne. Alors, on pourra peut-être en parler la semaine prochaine de Monsieur Duquesne, parce que vous avez d'autres choses intéressantes à nous dire. Donc j'étais, comme vous le savez, enfin nos auditeurs le savent et vous-même aussi, donc j'étais jeudi 12 août, pour la projection du film La Passion du Christ organisée par la ville d'Orange, dirigée par l'excellent maire Jacques Bompard. Ce fut une soirée tout à fait mémorable. Mais je crois que vous allez vous-même très prochainement à Orange. Oui, je m'en réjouis d'ailleurs parce que c'est l'université d'été organisée par mon ami Bernard Anthony et chez Bompard, que je ne connaissais pas du tout. C'est curieux, on s'était pratiquement jamais parlé et je l'ai découvert il y a quelque temps à l'occasion du Congrès national de la Griffe, et c'est un homme absolument exceptionnel de calme, de détermination, de courage, d'intelligence, de simplicité, d'efficacité. C'est un excellent maire. C'est quelqu'un de vraiment remarquable. Et avec une jolie pointe d'accent. Ah oui. Bon, il a une petite pointe d'accent qui est très agréable. C'est formidable en plus, mais sa femme est une femme d'ailleurs ravissante et courageuse politiquement, qui a fait une très belle élection. Non, c'est vraiment des gens exceptionnels et je suis très content d'aller les retrouver. Alors ce sera donc le 26, 27, 28, 29 août. Oui, c'est une affaire comme ça. Quelque chose comme ça. Moi, les dates et moi on est fâchés, ce qui explique que souvent je rate des rendez-vous, mais c'est par là, oui c'est ça. C'est autour de cela. Voilà. Bien, alors Serge, est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire, à moins que Victoria... Non, mais je pense que vous allez...
d'habitude, je vous embrasse à tous. Eh bien, je vous embrasse à tous aussi. Vous commencez à me manquer beaucoup parce que les vacances, c'est bien, mais c'est long. C'est long, oui. C'est comme l'éternité. C'est long, surtout vers la fin. Surtout vers la fin, bon. Alors, vous revenez, bon, peut-être nous ferez-vous la semaine prochaine une autre petite carte de vacances, si vous êtes toujours dans cette belle région, ouverte et citoyenne. Ouverte et citoyenne. Oui, Victoria. Y a-t-il toujours autant de bruit dans votre quartier? Oh, je n'en parle même plus parce que c'est hallucinant. Vous savez, j'ai eu pendant un moment le soupçon, quand j'étais un peu misanthrope, je me suis demandé si la France n'était pas peuplée par une majorité d'imbéciles. Et maintenant j'ai la réponse. D'accord. La réponse est oui, oui. Il y a vraiment dans ce pays une majorité d'imbéciles, et une majorité forte. Hein. C'est pas un petit accident statistique. C'est vraiment, c'est effrayant, effrayant. Ils ne peuvent plus rien faire sans avoir du boum boum dans les oreilles. Et bon, alors ça va certainement rien arranger à leur QI. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Quand tout sera réglé, on se retrouvera entre gens intelligents. Eh bien, sur Radio Courtoisie, en tous les cas. Voilà. Merci, Serge, de cette aimable carte postale de vacances. Et puis, peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle carte postale de vacances. Nous pourrons parler, si vous louez, de Jacques Duquesne, encore que là, c'est pas vraiment des vacances. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, je pense que nous avons Serge Beketch au téléphone. Oui, bonsoir, mon cher Daniel. Eh ben, dites donc, vous êtes bien précis dans vos rendez-vous, hein. Vous savez, je suis à Orange. Ah, quelle bonne idée. Et il y a eu apparemment un petit problème de téléphone. De téléphone, voilà. Bon, très bien. Mais alors, je vois que votre téléphone, désormais, marche. Il fonctionne. Enfin, il ne marche pas, il fonctionne, on pourrait dire, n'est-ce pas? Bon. Alors voilà, donc vous êtes à Orange pour c'est une université d'été organisée par nos amis de Romain-Marie. Les populaires. Nous sommes reçus par Jacques et Marie-Claude Bompard. Oui. Donc nous avons déjà dit beaucoup de bien les semaines passées. On n'en dira jamais assez parce que c'est vraiment, ce sont des gens que je découvre, qui sont vraiment des gens merveilleux. Et Jacques Bompard est vraiment un personnage tout à fait extraordinaire, tout à fait passionnant, d'un courage, d'une rigueur et d'une gentillesse et d'une simplicité. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je suis très très étonné d'avoir mis si longtemps à le découvrir. Eh ben voilà, mais vous savez, on apprend à tout âge, mon cher Serge, à tout âge. Alors vous deviez... Deux mots de cette université quand même, parce qu'elle est passionnante. Les thèmes, c'est les droits contre nos libertés, l'islam face à nos libertés, entre culture de vie et culture de mort, l'avenir de la santé, la critique positive au service de notre combat, ça c'est intéressant, et les autres, le reste aussi d'ailleurs, et les intervenants sont Maître Bonneau, Maître Georges-Paul Wagner qui tout à l'heure a fait une conférence Libérons la justice des lobbies qui était un modèle. Ouais. Nous avons eu une table ronde, enfin un atelier comme on dit chez les francs-maçons, avec Jeanne Smith. Autour qui est la directrice du quotidien présent. Oui, autour de la question communication et relations avec la presse, qui m'a permis de constater, puisque j'étais un des membres de l'atelier, que vraiment les étudiants de cette université d'été sont brillants, ils ont beaucoup d'idées à proposer, beaucoup de réflexions intéressantes. Ce qui est très encourageant pour nous journalistes, parce que ça veut dire qu'il y a une relève, c'est quand même une bonne chose. Oui, une relève de lectorat, oui, certainement. Non, mais une relève aussi de journalistes. Ah, peut-être, oui, ça, il faut l'espérer. Pas trop tôt quand même, parce que j'aime pas trop qu'on se couche le cocotier. Surtout quand je suis percé dessus. Demain, c'est... Mais il y a beaucoup de noix de coco sur un cocotier, Serge. Demain, c'est l'islam face à nos libertés, avec René Marchand, Pierre Bernard qui viendra apporter son témoignage. Ancien maire de Montfermeil, oui. Voilà. Également... Et vice-président de l'Alliance Royale. Oui, bien sûr. J'allais oublier ça. Faut le dire. Et puis 3 ateliers. Tu vois, vous voyez que je n'ai pas de recul. Bon, écoutez, je vois pas pourquoi, après tout. Puisque vous avez abandonné ces fantaisies, maintenant vous êtes républicain, non? À la manière de Chesterton. Oui, c'est ça. Donc, l'islam ou la confusion du politique et du religieux, les libertés entières d'islam, franc-maçonnerie et politique, conférence présentée à la surprise générale, pas par moi, mais par une petite. Et puis, le lendemain, donc, Jeanne Smith fera un topo sur avortement, euthanasie, bioéthique. Le professeur Coraz, que j'avais invité à l'émission d'ailleurs, présentera Phénomène de la décadence, le renversement des valeurs. Ça, c'est un sujet aussi passionnant. Qui veut détruire la médecine française?
Bioéthique et euthanasie, Internet au service du combat national, présenté par Fabrice Robert, qui est un des fondateurs des Identitaires. Ça sera donc vendredi. Et Ratier présentera un topo sur la presse française est-elle libre. La réponse est non. Voilà. Comme ça va être l'exposé le plus court de l'université d'été. Il vient spécialement de Mesdames et messieurs, mes bien chers frères, bien chères sœurs, la presse française est-elle libre? Non, je vous remercie. Voilà. Et puis à 20h30, il y aura une cérémonie, plus exactement un hommage. Alors ça, vraiment, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie qui pourraient rejoindre l'université d'été à Orange, d'abord à venir à Orange parce que c'est une jolie ville. C'est facile, le TGV s'y arrête 2 fois par jour. Ouais. Et puis surtout de venir vendredi soir parce que Jacques Trémollet de Villers va présenter un hommage à l'occasion du centenaire de la réception de Frédéric Mistral à l'Académie française. Magnifique. Alors ça, Trémollet parlant de Mistral, je dois vous dire que moi j'ai entendu ça une fois et j'en suis encore tout ébloui. C'était une personne de très grande qualité, très très grande qualité. Puis le lendemain, l'action du conseiller municipal et de l'élu local avec Marie-Claude Bompard, qui est mieux placée que n'importe qui pour en parler, plus Christian Becquerot, Marie-Christine Bignon, Miguel de Percave. Ensuite, les conditions de notre victoire, présentées par Jacques Bompard. Et la conclusion sera dite par Bernard Anthony, les idées majoritaires dans le peuple de France. Et vous, alors, je vous ai pas entendu, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous faites quelque chose, vous, là-bas, non? Ah ben vous savez, moi j'ai fait mon petit travail. Mais c'était sur quoi? Vous nous en parlez même pas. Je sais que votre modestie vous étouffe, mais enfin tout de même. Un petit topo sur la presse. Très bien. Comment s'abonner au Libre Journal? Pourquoi lire le Libre Journal? Abonnez-vous. Voilà. Non, on a parlé avec Jeanne Smith de la presse. Comment lire les journaux et comment décrypter la grosse presse. Victoria, qui est à côté de moi et qui vous embrasse, évidemment, elle a le nez sur le micro, là. Alors, c'est vous dire si elle vous aime. Voulez nous dire un petit bonjour, et puis quoi, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? C'est parce qu'il y a plusieurs messages qui disent quand Serge Le Becquet revient-il? Il nous manque. Et quand reviendra-t-il? On doit beaucoup insister. Je reviendrai dans 15 jours. C'est-à-dire Ce sera le 8 et 7, le 15. Je pense que vous ferez votre libre journal. Non. Dans 15 jours, c'est le 7. Mercredi prochain, c'est le 1er, et 7, c'est le 8. Le mercredi d'après, c'est le 8. Vous avez encore 3 semaines. Voilà, vous avez encore supporté Amiche pendant 2 semaines. Quelle horreur pour vos enfants, c'est très dur. Voilà, vous êtes libre comme la France. Quand vous savez que la France a été libérée il y a 60 ans. Alors vite, rapidement. Alors Serge, là je vous donne encore. Là je suis désolé, mais alors pour une fois, c'est moi qui suis aux manettes, alors je vais vous dire que ça va aller vite. Parce que j'ai 6 minutes là. Saluer les innombrables cérémonies qui sont organisées dans tout le pays pour rappeler qu'il y a 60 ans, donc la France a été libérée d'une occupation étrangère. Et je dois dire que c'est difficile d'imaginer pour nous qui n'avons pas connu cette période, n'est-ce pas mon cher Daniel, ce qu'était l'occupation. C'était quand même assez effrayant quand on pense par exemple qu'il y avait des étrangers dans les rues, qui étaient rentrés sans être invités, des gens qui faisaient la loi, des gens qui, par exemple, mettaient sur les murs des inscriptions en langue étrangère. Moi, je me demande comment les gens ont pu vivre comme ça. Si on disait du mal de l'étranger, on était immédiatement traîné devant les tribunaux. Écoutez, je suis stupéfait j'imagine la souffrance qu'a dû être celle des Français pendant 4 ans. Et Dieu merci, on a été libérés, si bien qu'aujourd'hui, tous ces inconvénients sur lesquels je ne vais pas m'étendre puisque j'ai pas beaucoup de temps, mais sont maintenant écartés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'étrangers en France, il n'y a plus d'inscription en langue étrangère dans les rues, les étrangers ne font pas la loi, on peut dire tout le mal qu'on veut des étrangers sans risquer les tribunaux, enfin c'est formidable quoi. Donc je voudrais rendre hommage aux combattants de la libération et surtout un hommage tout particulier à ceux qui ont donné leur vie pour libérer la France et qui aujourd'hui, perchés sur les balcons du ciel et considérant notre pays, doivent se dire au moins ce n'est pas en vain que j'ai versé mon sang. Voilà. Et ben c'est un peu d'optimisme dans. C'est très beau. Je veux dire que c'est très beau ce petit billet. C'est paradoxal, presque à la Chesterton. Oui, en ce moment on est dans la Chesterton manie depuis 18h tout à l'heure là, grâce à un très très bon livre de Philippe Maxence qui s'appelle Pour le réenchantement du monde. Une introduction à Chesterton, à Salem. De Philippe Maxence, et j'ai entendu qu'il parlait de Saint Thomas d'Aquin. Oui, parce qu'un auditeur avait mal interprété une citation qu'il avait donnée au début de cette émission.
à la radio, le problème, c'est l'auditeur. C'est comme dans le commerce serait un métier formidable s'il n'y avait pas les clients. Voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse à tous. J'ai envie de contacter et je vous dis à la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, si vous le voulez bien. Toutes nos amitiés à nos bons amis d'Orange, et puis peut-être pour une autre petite carte postale en couleur et sonore. Il y avait ça autrefois, vous savez, dans les années 60, on envoyait des cartes postales, c'était des disques vidéo, je sais plus comment ça s'appelait ça. C'était charmant d'ailleurs. C'était tout à fait, on envoyait ça. Ça bousillait complètement les trucs. Moi, j'ai reçu comme ça Only You, alors voilà, c'était très beau. Oui. Ah, vous étiez déjeuné? Ah oui, j'étais déjeuné. J'ai été déjeuné ce midi, oui. Oui, non, il est très fatigué. Ma petite Victoria, je vous plains. Hein. Et oui, moi aussi. À la semaine prochaine et bon séjour Orange, à bientôt. Au nom d'Allah, le miséricordieux, je vous salue, mon frère Amish. Eh ben, ça commence fort. Ah ouais, non, mais il faut ce qu'il faut. Là, je suis en route pour le Népal. Ah bon, mais qu'est-ce que vous allez faire dans le Népal? Moi, je trouve que c'est un pays sympathique, le Népal. Vous voyez, depuis ce matin, j'ai trouvé quand même qu'il y a un côté qui me plaît beaucoup. Bon, on n'enlève personne là-bas, non? Il y a pas il y a une guérilla maoïste en plus. Là, vous avez risqué beaucoup, hein? Non, mais bon, en plus, si on peut tuer des communistes, il faut y aller absolument. Ça, c'est bien. Ah ben, c'est plutôt les communistes qui tuent les honnêtes gens là-bas, enfin. Oui, pour l'instant, mais ça risque de pas durer parce que je sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Katmandou. Ben non. Ce matin, vous n'avez pas entendu. Mais non, mais je n'écoute pas. Je ne compte que sur vous pour nous donner des informations fraîches. Et vous savez que les islamistes qui appartiennent à une religion de paix et d'amour ont massacré 12 Népalais. Ah, bah alors ça c'est très mal. Ouais. C'est très mal. C'était en Irak. Alors d'abord, c'était des Népalais qui étaient partis pour travailler en Jordanie, puis se sont retrouvés en Irak, parce que ces imbéciles, enfin si j'ose dire, ces feux imbéciles, ils avaient fait confiance à un employeur de la contrée qui leur a dit venez travailler en Jordanie, vous trouverez du travail. Ils se sont retrouvés en Irak. Et là, les Irakiens les ont enlevés, enfin les Irakiens. C'est pas qui. Va savoir, Grégoire. Bonjour, monsieur l'abbé. Il n'est pas encore arrivé, l'abbé. Non, il sera là qu'en deuxième partie. Je suis navré, mais. Alors donc, ils ont été pris en otage, ils ont été massacrés. C'est une horreur. Mais alors au Népal, du coup, les Népalais ont brûlé une mosquée. Donc moi, je pars en Népal. Voilà. Parce qu'au Népal, on brûle les mosquées et en France, on brûle d'amour pour l'islam. Oui. Vous avez remarqué? Oui, il y a beaucoup de choses qui brûlent d'ailleurs en ce moment. On n'a jamais dit autant de bien que depuis que des islamistes ont enlevé 2 journalistes. Oui. Remarquez, quand on sait ce que les gens pensent des journalistes, ils ont bien raison. C'est pas très étonnant. Enfin, quand même, je trouve ça assez curieux parce que j'écoute beaucoup la radio et pour cause. Et je remarque qu'il n'y a, en ce moment, on n'entend que des musulmans et des musulmanes, généralement d'ailleurs, qui commencent en disant je porte le voile. Oui. Et je porte le voile et je suis contre tout ça, contre tout ce qui se passe. Alors, dont les radios disent, vous savez, l'islam est une religion de paix et d'amour. Je l'ai déjà dit, je crois ça. Oui. Mais on ne le dira jamais assez. Jamais. On ne le dira jamais assez. Et alors, tout le monde, donc, tous les musulmans sont absolument contre ce qui est le sort qui est réservé à ces 2 pauvres journalistes. Tous, sauf quand même ceux qui ont répondu à un référendum, enfin, un sondage sur un site islamiste qui s'appelle www.ansarnet.ws. J'ai pas bien le temps de noter, là. Non. On aille voir un peu. www.ansarnet, ANSARNET.ws. Alors, eux, la question posée, c'était faut-il libérer ou exécuter les 2 journalistes français? On les exécute d'abord, on les libère après, ça doit être ça, non, je pense, la réponse. Non, alors, je donne la parole à l'AFP, donc curieusement, la dépêche n'a été reprise nulle part. La quasi-totalité des intervenants estiment que les 2 journalistes, Christian Chesneau et Jean Malbruno, doivent être exécutés par l'armée islamique en Irak, qui a exigé dans une vidéo diffusée samedi soir par la chaîne satellitaire qatariote Al Jazeera que la France annule la loi interdisant le voile islamique à l'école publique dans un délai de 48 heures. Entre parenthèses, j'avais prévu ce truc-là depuis longtemps. Je disais que ça finirait mal, ces conneries. Bon, c'est fait. Il ne faut pas oublier que la France joue un rôle essentiel dans la recherche du cheikh Oussama Ben Laden en Afghanistan, où plus de 200 hommes des forces spéciales participent à la traque d'Al-Qaïda, s'indigne un internaute, Mohamed Al-Jaziri, qu'on pourrait traduire en français par Momo l'Algérien. Hein. Mohamed Al-Jaziri, c'est Momo l'Algérien. En quelque sorte, oui. Ouais. Ce même site publie plusieurs pages en français d'informations sur l'engagement français
dans la traque d'Oussama Ben Laden. Moi, je serais musulman, islamiste, fanatique, je serais plutôt content que ce soit des Français qui traquent Oussama Ben Laden, étant donné le brillant résultat que cette traque donne depuis maintenant, 3 ans? Oh, oui, ça fait plutôt, oui, plutôt, ouais. Oui. 2 ans, okay. 2 ans, ouais. Notre ami Alain Sanders qui est là et qui va vous saluer, vous dire un petit mot d'ailleurs, me fait un signe des 2 doigts qui n'est pas levé de la victoire, mais qui veut dire 2 ans. Donc 2 ans. Quand on pense au temps qu'ils ont mis à arrêter le Corse, là, qui était pourtant jamais sorti de son maquis. Bah oui, et puis l'Italien aussi. Et puis l'Italien. C'est fou, hein. À peine ils sont même pas arrêtés que déjà ils sont repartis. Alors vous avez vu que l'Italien, il a pris le maquis, lui, pour fuir le terrorisme d'extrême droite. Oui. Vous avez vu ça? J'ai vu. Nos amis identitaires qui lui ont fait peur. Bouh! C'est vrai qu'il a jamais tué que 4 personnes, donc je comprends qu'il ait un peu peur de gens qui n'ont jamais tué quiconque. Voilà. Alors donc, tout ça pour vous dire que, je crois que je l'ai déjà dit, mais on ne le dira jamais assez, l'islam est une religion de paix et d'amour. Et attention à l'orthographe, surtout. Mais... En tout cas, moi, et de tolérance surtout, de paix et de tolérance. Ouais. Alors pour la paix, bon, j'ai pas qualité pour me prononcer, mais pour la tolérance, ça, c'est absolument indiscutable. Si on prend ce qui s'est passé depuis quelque temps, les islamistes tolèrent qu'on prenne 200 enfants en otage en Ossétie. Ils tolèrent qu'on fasse exploser 2 avions bourrés de passagers en Russie. Ils tolèrent qu'on tue des centaines d'Espagnols dans un attentat à la gare d'Atocha. Ils tolèrent qu'on fasse exploser des bus en Israël, des voitures piégées en Irak et en Russie. Ils tolèrent qu'on tue des chrétiens au Soudan. Ils tolèrent qu'on engorge des religieux catholiques en Algérie. Ils tolèrent qu'on fasse exploser des nightclubs pour tuer des centaines d'adolescents aux Philippines. Ils tolèrent qu'on menace d'un bain de sang l'Italie, la Corée, la Jordanie, le Salvador, si les troupes de ces pays ne quittent pas la coalition. Ils tolèrent qu'on pratique l'esclavage en Arabie Saoudite. Ils tolèrent qu'on finance la guerre sainte avec un trafic de drogue, comme le montrait un récent reportage télé, et ça se passe en France. Ils tolèrent qu'on fomente un attentat à l'arme chimique en France dans le métro. Ils tolèrent qu'on réclame l'instauration de la charia au Sénégal. On peut pas dire que ces gens-là sont pas tolérants. La démonstration vient d'en être faite. Pour ceux qui auraient raté un chapitre, vraiment, c'est excellent. C'est bien. C'est difficile. En revanche, la tolérance en France est beaucoup moindre parce que j'ai vu que la visite de Tom Cruise à Sarkozy faisait problème, comme on dit maintenant. Alors expliquez-nous ça, parce que là, vous voyez, encore, moi je n'écoute rien, je suis nul. Par le temps, vous travaillez. Bah oui, voilà, je travaille. Alors, oui. Tom Cruise est un comédien. Oui, ça, je vois, c'est un petit, il est petit d'ailleurs, non? Américain. Voilà, c'est un grand mais petit. Voilà, demandez à Sanders. Oui, il se connaît tout ça par cœur, le camarade. Alors, donc, Tom Cruise est venu en France et il a rencontré Sarkozy. Pourquoi pas, entre nains, il a s'aimé. Voilà, ok, il n'y a pas besoin de monter là sur un escabeau pour voir l'autre. Plus nain, on dit maintenant petite personne non grandissante. Et on dit pas aveugle, on dit non-voyant. On dit pas sourd, on dit malentendant. Les nains, c'est des non grandissants. Alors donc, Tom Cruise est allé voir son camarade Sarkozy. Alors ça provoque beaucoup d'agitation dans les milieux concernés, c'est-à-dire 2 personnes en réalité, parce que figurez-vous que Tom Cruise, il est membre de la Scientologie. Ah voilà. Alors c'est un scandale que Sarkozy rencontre un type de la Scientologie. C'était pas du tout un scandale qu'il rencontre des islamistes toute la journée quand il était ministre de l'Intérieur, mais quand il rencontre un scientologue, alors là, c'est grave de chez grave. Oui. Voilà. Alors c'est quoi, quelle est la critique qu'on lui fait? C'est de recevoir des gens qui ne... C'est les gens des sectes. Ah bon, d'accord. Parce que la Scientologie est une secte, tandis que l'islamisme, c'est une religion de paix et de tolérance. Oui, de paix et de tolérance. Non, je suis plus vraiment, j'essaye de... Alors il y a encore un exemple de religion de paix et de tolérance. Ouais. Alors ça, non, c'est plutôt... J'aurais quand même, pour finir, parce que sur une note un peu gay... Oui, allons-y, je m'attends pire. Non, gay, amusante, voilà. Ah bon, pardon. Ouais. Je vais vous citer 2 informations qui vous ont évidemment échappé. Plusieurs dizaines de tombes chrétiennes ont été dégradées dans un cimetière chrétien. Ça, je l'ai su. En France, vous le savez, ça? Ça, je l'ai su. En plus, vous avez remarqué qu'en France, on est obligé de préciser que c'est un cimetière chrétien. Oui. Ce qui est une imbécilité parce que la loi interdit la discrimination dans les cimetières. Oui, elle n'est pas très... Elle n'est pas fouée tous les jours. Des carrés musulmans et des carrés israélites.
Mais bon, ça c'est interdit. En tout cas, plusieurs dizaines de tombes ont été dégradées dans un cimetière chrétien près de Saint-Étienne en France. Alors là, je voudrais rendre hommage au commissaire Denis Robert, chef de la direction départementale de la sécurité publique de la Loire, qui a montré que Sherlock Holmes n'est pas son cousin quand même. Vous voyez, il peut s'aligner, Sherlock Holmes. Il a dit, le jour même de la découverte de ces tombes chrétiennes vandalisées, enfin saccagées, dégradées, il a dit c'est du vandalisme, car il n'y a ni inscription antisémite, ni inscription nazie. Donc il faut savoir que quand on saccage un cimetière chrétien, s'il n'y a pas d'inscription antisémite, c'est pas une profanation, c'est du vandalisme. Encore que, semble-t-il, les inscriptions antisémites ne viennent pas toujours de ceux dont on croirait qu'elles pourraient venir. Hein. Bah oui, mais ça... Oui, à quoi je fais allusion. Oui. Alors, je voulais vous faire un petit florilège des déclarations qui ont été faites au lendemain de l'incendie du foyer social juif qui a brûlé. Popincourt, à Paris. Mais je vous passe ça parce que c'est tellement classique que c'est même pas la peine de revenir. Et puis il y a une deuxième information que je voudrais vous donner quand même, alors là qui est vraiment moi qui fait mon bonheur, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Omotunde. Et Jean-Philippe Omotunde, il écrit sur Agora Ad Africa, qui est un site dont c'est pas la peine d'indiquer. Voilà. Alors c'était un auteur africain caribéen, chercheur en histoire africaine. C'est une espèce de Lugan en négatif. Enseignant à l'Institut Kepara Shepaka à Paris. Alors, si vous savez où est l'Institut Kepara Shepaka à Paris, vous pouvez aller vous adresser. Vous trouverez les œuvres de cet auteur qui a écrit 2 ouvrages immortels, L'origine négro-africaine du savoir grec et les racines africaines de la civilisation européenne. Voilà. Donc je voulais c'est paru ça aux éditions Menaï Book. M-E-N-A-I-B-U-C. Et je crois qu'il faut lire ces livres parce que, franchement, là on apprend quelque chose. Il y a des chercheurs comme ça qui se sont illustrés, entre guillemets, aux États-Unis. Hein, Non, mais maintenant, il y a des petits courants intéressants. Et franchement, c'est important de savoir que le savoir grec, la philosophie, Homère, par exemple, il explique ça dans son premier livre, L'origine négro-africaine du savoir grec, que Homère est un plagiaire des écrivains africains. Oui, et même d'ailleurs on peut dire même musulman, parce que son vrai nom c'est Omar. Ah oui, mais Omar Abou, voilà. Donc, vous voyez que cette carte postale de vacances est une carte postale didactique. Didactique, oui. Hein? Colorée aussi, mais didactique. Oui. Je reconnais. Voilà, vous avez un petit mot à dire à notre camarade Sanders, qui nous fait l'amitié d'être dans le studio? Ah bah je l'embrasse à tous. À tous, oui, spécialement, parce que lui, quand même, c'est mon frère. Et puis, je veux dire, Alain, tu sais, j'ai beaucoup avancé dans le projet de livre qu'on avait il y a 27 ans. Oui, c'est ce qu'on me dit. Comment? C'est ce qu'on me dit de partout. Oui. Alors, les bonnes nouvelles vont vite aussi. Hein. Voilà. Eh ben, c'est bien. Bon, c'est bien. Alors, vous rentrez quand, Serge, exactement, là, parce qu'on commence à se morfondre? Je suis sur le chemin du retour. Bien. Et parce que j'ai hâte de revenir. Mais d'abord, je vais aller au Népal. D'accord. On a compris Non. Vous avez compris, voilà. On a compris. Donc, je ne sais pas quand j'arriverai à Paris, mais enfin, je suis parti, en tout cas. Bon, c'est bien. Mais à la radio, vous ne serez pas avant le 15, quand même. Je serai le 15 parmi vous, si tu veux. Le 15. Oui, le 15. Ça, on compte vraiment sur vous le 15. Hein. Oui. Parce que là, la bête commence à fatiguer un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon. C'est bien gentil à vous d'avoir assuré mon intérim. Bah oui, mais je suis que votre remplaçant titulaire, donc c'est normal. Il ne faut pas faire autrement. Voilà. Et je tiens à dire, puisque je l'ai lu et que j'en ai fait une recension dans le Libre Journal, que le bouquin de Sanders est excellent. Ah oui. Nous parlons bien du même, hein. Rambo est aux Afriques. Oui, Rambo est aux Afriques. Nous allons en parler dans quelques instants. Très beau livre. Très beau livre. Intelligent et très original, et qui m'a complètement détrompé sur Rimbaud. Oui. Parce que vous étiez abusé sur Rimbaud. Ouais, je l'aimais pas, mais j'aimais bien la poésie, mais pas l'homme. Ah ben voilà. Je crois que c'est un homme qui mérite notre respect. Ouais, je pense aussi.
Je pense aussi. Eh bien, merci, mon cher Serge. Parce que c'est difficile. Allez-y, vous qui avez une bonne élocution. Ne le dites pas. Je m'appellerai Pierre. Mon bon Serge, voilà. Mon bon Serge. Et puis, alors peut-être à la semaine prochaine pour une ultime carte postale de vacances. Eh bien, je l'espère et comme je le dis, toujours, je vous embrasse à tous. À bientôt, Serge. Au revoir. Merci. Camarade, je suis dans les... Bonjour, mon cher Daniel Amiche. Vous en êtes un autre de camarade. Bonjour, ma petite Victoria. Bonjour, Serge. Bonjour à tous les auditeurs et tristes. Je rentre en prenant le chemin des écoliers parce que franchement, on n'est pas pressé de retrouver Paris et le reste, oui. En ce moment-là, avec les épurations, les excommunications. Oui. Et les travaux de voirie, je vous jure que c'est vraiment pas pratique. En plus... Simplement, je regrettais que la Belle-Aguerre soit à Bordeaux et pas à Orange parce que ça aurait été plus commode, quoi. On serait installé à Orange, comme ça on aurait eu Pontpart et la Guéry. Et on aurait fait Orange, ville exclue. Oui, ou ville libre. Hein, voilà. Parce qu'en ce moment, ça exclut à tour de bras. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais un jour, on sait ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Ce sont tout ça, c'est diabolique, quoi. Bon, enfin. C'est un peu triste comme ça. Bah oui, c'est très très triste. Alors on va pas en parler parce que je parlerai de tout ça. C'est triste, mais voilà, c'est triste, mais il faut quand même en causer puisque comme les choses sont rendues publiques, nous ne sommes pas à l'origine, ni vous ni moi, de ces événements malheureux, mais enfin c'est comme ça, puisque les principaux intéressés ont décidé d'en faire une large publicité. Je ne vois pas pourquoi nous journalistes, nous n'en parlerions pas à notre façon. Ah, bien sûr. Hein? Oui, absolument. D'autant que nous, on ne peut pas nous exclure. Non, de toute façon, non. Enfin, vous, peut-être, mais moi pas. Ah non, moi, je suis nulle part. Il y a longtemps que je me suis exclu de ce petit monde-là. Alors alors vous avez peut-être quand même... Oui. Dans la série des bonnes nouvelles, il y a aussi l'affaire de l'Ossétie du Nord, qui permet de découvrir que la France les Français sont devenus un peuple de lopettes, dans leur immense majorité, parce que c'est tout à fait extraordinaire, cette histoire. Depuis le début, il n'a pas été pratiquement question une seule fois du fait que les tueurs tchétchènes sont des islamistes et que les victimes sont des Russes caucasiens orthodoxes, dans l'immense majorité. Une partie de musulmans a été aussi zigouillée dans l'affaire, parce que la République d'Ossétie est une des républiques de la communauté des États indépendants, autant que je sache. Oui, mais la République d'Ossétie du Nord est à très forte majorité orthodoxe. C'est clair. Et c'est probablement pour ça que les islamistes tchétchènes ont porté le fer à cet endroit, et non pas en Ossétie du Sud, qui, elle, est effectivement... plus musulmane. Voilà. Alors on nous dit que Poutine est pratiquement responsable, et on entend des choses extraordinaires. J'ai entendu, je sais pas, sur France Inter, France Culture, enfin une France trotskiste quelconque, que les journalistes avaient le droit de demander à la Russie... des explications sur ce qui s'était passé. Alors évidemment, ils ont tous les droits, les journalistes, je suis tout à fait d'accord, mais Poutine a aussi le droit de les envoyer faire foutre. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens, visiblement, ne comprennent pas qu'on est en guerre contre les islamistes. C'est une guerre. Et dans la guerre, on tue et on fait mourir ses ennemis autant que possible, mais il arrive aussi que ses amis meurent. Et je me souviens que c'est quand même extraordinaire que moins de 15 jours après les célébrations hystériques du débarquement, parce que c'était de l'hystérie, de la folie furieuse. Hein. Pratiquement, il n'y a pas un village qui n'a pas été libéré pour la deuxième fois, 60 ans après les faits, en France. Et alors, donc 60 ans après cette hystérie libératrice ou libératoire, on a complètement oublié que pour libérer la France des nazis, les Américains ont tué des dizaines de milliers de Français, les Anglo-Canado-Américains ont tué des dizaines de milliers de Français en bombardant des villes comme Rouen, Le Havre, Brest, Saint-Lô, etc. Et ça, personne n'en parle jamais de ça. Vous avez un souffleur à côté de vous ou pas? Là, j'ai entendu quelqu'un qui vous soufflait quelque chose. Moi, qui est un ami qui m'a soufflé, à juste titre d'ailleurs, le nom de Saint-Lô que j'avais oublié. Et je voudrais ajouter quelque chose. Il y a quelques années, quand le GIGN avait été envoyé, commandé par Baril, pour remettre de l'ordre dans le tunnel de la Mecque, oui. Il y a eu 2000 morts quand même. Oui. Le GIGN, pour calmer les excités islamistes à la Mecque, ils ont zigouillé ou entraîné la mort ou provoqué la mort de 2000 personnes. Mais personne à l'époque ne s'en est offusqué. Alors évidemment, quand ça se passe en Russie, là c'est très grave parce que Poutine est pas tellement aimé, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a deux personnages que les journalistes n'aiment pas, c'est Poutine et Bush. Bon, enfin, on peut pas parler que de mauvaises nouvelles, il faut aussi dire des choses plaisantes. Alors j'ai une grande nouvelle. D'abord, je voudrais à mon tour
me réjouir de la collaboration tout à fait efficace que le CFCM, le Conseil français des communautés musulmanes, ou je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, et l'UOIF, l'Union des organisations islamistes, ça c'est plus intéressant, ont apporté dans l'affaire des otages. Ouais. Parce qu'on n'a parlé que de ces organisations pendant 15 jours et des efforts formidables qu'elles ont fait, que les musulmans de France ont fait pour obtenir la libération des otages français, des 2 journalistes enlevés par des islamistes irakiens. Ils sont toujours prisonniers jusqu'à preuve du contraire. Hein. Je me demandais justement, tout à l'heure j'étais en train de me dire, mais si imaginez, bon, chose impossible, mais imaginez que les musulmans de France n'aient pas bougé et qu'ils n'aient rien fait. Qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être que les otages seraient encore prisonniers. Oui. Hein? C'est une bonne remarque. Je ne me l'étais pas faite moi-même, mais je trouve qu'elle est pleine, de bon sens. On voit bien l'utilité formidable de leur intervention, et l'efficacité surtout. Quand on a envoyé trois musulmans de France là-bas aux frais de la princesse, on voit que ça a vraiment servi à quelque chose. Quant au voyage de monsieur Barnier là-bas, à l'époque du téléphone satellite, de l'internet, de la vidéoconférence, que le ministre des Affaires étrangères aille sur place, c'est très très utile. On voit d'ailleurs que effectivement ça a porté ses fruits. Je ne parle pas de la pétition de 15 000 signatures qui a été envoyée et qui a dû faire trembler l'islam sur ses bases. Les islamistes ont dû être terrorisés de voir qu'il y avait 15 000 Français qui avaient signé pour la libération immédiate des journalistes. Enfin, si tout ça, ça ne s'était pas passé, si ça se trouve, les otages seraient encore prisonniers, et ça serait absolument terrible. Enfin, heureusement, il y a eu ces interventions qui ont été utiles. Il y a encore autre chose, c'est que, je voudrais dire, il faut pas non plus désespérer, de la sottise des députés. Parce qu'en France, par exemple, chaque fois qu'il y a une loi qui est votée ou une décision législative qui est prise, on a l'impression que le Parlement français est majoritairement constitué d'imbéciles. Alors, il faut pas se laisser abattre parce que c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas un cas unique en tout cas. Si vous prenez par exemple le cas du Parlement espagnol. Vous aimez bien l'Espagne, je crois, Daniel. J'ai toujours aimé une certaine Espagne, comme tout bon Français. Alors, je peux vous annoncer une grande nouvelle. En Espagne, maintenant, pour rouler en Espagne en voiture, il faut dans son coffre une boîte qui contient 2 triangles lumineux. Oui, je sais. Et dans la boîte à gants de sa voiture, un gilet phosphorescent. J'ai vu ça. Mais ça n'est pas tout. Puisqu'on vient d'ajouter, aujourd'hui, très récemment, l'obligation d'avoir un siège pour enfants pour les voyageurs de moins de 12 ans. Jusqu'à 12 ans, il faut un siège pour enfants. Vous voyez, à partir de 13 ans, vous pouvez vous asseoir sur le siège de papa. Mais jusqu'à 12 ans, vous êtes... Alors, les nains, par exemple, pardon. Non, pas les nains. Les personnes non grandissantes. Parce que le nain, c'est un mot interdit maintenant. Les personnes non grandissantes, ils ont un siège aussi. Hein? Moi, je propose également qu'on oblige les gens à avoir un casque. Parce que on peut se cogner dans une voiture. Non mais, Serge, vous exagérez un peu. Il y a beaucoup de bon sens dans la décision des autorités espagnoles d'exiger des touristes et des Espagnols eux-mêmes qui se rendent dans la péninsule ibérique 2 triangles phosphorescents. Faut comprendre pourquoi. Parce que, vous devez mettre un triangle à l'arrière de votre véhicule. Oui. Pour les véhicules qui fonctionnent, enfin qui roulent, dans le sens qui est commun en France, en Italie et en Espagne. Mais il faut en mettre un devant. Pour ceux qui, comme les Anglais ou les Japonais, roulent dans l'autre sens. C'est vrai. Enfin voilà, en tout cas, donc maintenant il faut un siège pour enfants jusqu'à 12 ans. Eh ben c'est bien. On sera confortablement assis, nous autres, c'est bien. Oui, enfin nous qui sommes de taille à peu près, non, mais sauf vous bien entendu, qui êtes évidemment actuellement surdimensionné. Voilà, et puis... Il y a comme de la jalousie dans ce que vous dites. Non, pas tellement, non. Et puis alors, enfin, ce que je peux vous dire, parce que vous roulez, c'est que j'ai constaté que je vous avais parlé des départs sur les routes de France où on voyait des voitures avec des gros paquets sur la galerie. Eh ben, ça n'a pas raté. Hein? Donc, alors, je suis content de signaler à nos auditeurs que nos hôtes sont revenus, on les voit sur les autoroutes, sur les aires de stationnement, avec leur, comment ça s'appelle, vous savez, ces grosses choses vieilles et laides, là, grosses et bâchées. Leur voiture, voilà, c'est ça. Leur voiture.
Donc ils sont en train de rentrer avec leur voiture. Vous ne tenez pas votre parole, Serge. Hein? Vous ne tenez pas votre parole. Leurs enfants et les génitrices de leurs enfants, voilà. Donc on n'a pas tout perdu, ils sont là. Je suis bien content de savoir qu'ils sont revenus parce que je m'inquiétais. S'il en avait manqué quelques-uns, ça aurait été vraiment trop terrible. Quand vous serez à Paris comme ça, vous n'aurez pas de changement. Hein? Ah bah non, dans mon quartier, voilà. Ça c'est bien. Voilà. Bon, alors dites, oui encore. Je voudrais terminer sur un conseil. Oui, bien sûr. D'abord, le conseil de quand même savoir que Chirac se fout du monde. Ça, c'est pas une nouveauté. Non, c'est une nouveauté, c'est une information, une nouvelle, mais enfin, il faut le rappeler quand même parce que en lisant un bouquin formidable, dont je vais vous parler juste après, et qui s'appelle Ça aussi c'était De Gaulle de Guy Forzy, j'ai lu la chose suivante. Vous avez entendu récemment que la ville d'Alger a reçu la Légion d'honneur? Oui, je vous parlerai de quelque chose après, oui. Alors tout le monde a dit que c'était une idée géniale, enfin tout le monde, les deux Chiraciens qui restent en France, c'est-à-dire Chirac et sa femme, on dit que c'est une idée géniale. Et pour sa femme, on n'en est pas sûr, hein. On n'en est pas, enfin elle fait semblant en tout cas. Alors voilà, le samedi 29 mai 1949, Vincent Toriol, président de la République, a solennellement remis à monsieur Gazagne, maire d'Alger, la croix de guerre avec palme citant la capitale algéroise à l'ordre de l'armée. Oui. Décision 92 du ministre de la Défense nationale, Ramadier. Par le lourd tribut qu'elle a payé à la libération du territoire, blablabla, blablabla, cité qui s'enorgueillit à juste titre de l'appellation glorieuse de capitale de la France en guerre, que lui ont valu son rôle, sa conduite et l'attitude de sa population. Donc voilà, il y a 55 ans, si je sais encore compter, Vincent Toriol donnait la croix de guerre à la ville d'Alger. Donc 55 ans plus tard, on lui donne la Légion d'honneur. Je pense que dans 55 ans, on trouvera un moyen de lui donner le prix Nobel, ou je sais pas quoi. Oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, voilà. Donc Chirac n'a rien inventé. Alors, ce bouquin formidable, oui, ça s'appelle Ça aussi, c'était De Gaulle, de Guy Forzy, 900 pages renversantes qui permettent de découvrir que De Gaulle était tout simplement un démon et un dément. Voilà. C'est édité chez qui? Raconté par un ancien secrétaire d'État de Chirac quand même. C'est ça qui fait tout l'intérêt de la chose. C'est édité chez Dualpha. Dualpha. Alors ça, vous en parlerez. 900 pages. Vous en parlerez sitôt que vous serez de retour à Paris. Oh oui, parce que c'est absolument formidable. Vous parliez de Légion d'honneur. Moi, c'est une nouvelle qui m'a absolument. Attendez, je cherche mes papiers là, je suis un peu perdu. Mais je crois que le président de la République, M. Jacques Chirac, vient de décorer Mel Gibson de la Légion d'honneur. Attendez. Je crois qu'il n'a pas décoré de la Légion. Ah non, je me trompe, c'est Steven Spielberg qui a reçu la Légion d'honneur il y a 2-3 jours. Oui. Non, je me trompe dans les auteurs, tout ça, je ne sais plus. Moi, c'est la moindre des choses. Hein, voilà. Vous saviez pas ça? Je suis heureux de vous apprendre quelque chose. Oui, en plus ça me fait plaisir. En plus, moi j'aime bien Spielberg. Aussi, beaucoup. Petit téléphone maison. Voilà. Alors vous êtes. Est-ce que c'est sûr que vous revenez la semaine prochaine? Bah écoutez, vous savez, alors ça, on n'est vraiment jamais sûr de rien. Il n'y a qu'une personne qui est sûre de ce qui va m'arriver. Oui, c'est le bon Dieu, d'accord. Moi, disons que je prévois de rentrer. Bon, très bien. Voilà. Donc la semaine prochaine, vous serez là, mais nous avons quelques messages pour vous que Victoria. Ou un message. Un message d'abord, c'est une auditrice qui vous demande: fait-il bon au Népal? J'ai pas pu aller jusqu'au Népal parce que je pouvais pas conduire aussi loin. Je me suis arrêté en Vendée, sur la route du Népal. C'est bien. Mais la Vendée, c'est bien aussi. Je suis dans un endroit où on est à peu près dans les mêmes dispositions que les Népalais, vous voyez, intellectuellement. Si je me fais bien comprendre. Et puis une autre... Nos amis du Front National reconnaîtront parce que je suis chez Jean Tabary, alias Clédor, qui était le serrurier du président. Ah, d'accord. Ça vous dit rien, vous? Non, rien du tout. Totalement ignare en matière politique. Absolument, oui. C'était une célébrité, un des personnages les plus, comment dirais-je, les plus sympathiques et le plus pittoresque du Front National. Bien, vous lui ferez nos amitiés. Je crois encore que Victoria a encore un petit message. Une autre auditrice vous signale que Marek Alter a défendu Poutine sur LCI. Marek Alter? Oui. Et il a dit que Proutot n'était pas là-bas. Voilà, vous savez tout maintenant. Voilà, ça nous fait bien. Et Marek Alter, voilà, on va pouvoir dormir tranquille cette nuit. La Légion d'honneur aussi. Bon. Serge, alors, je vous remercie beaucoup de cette carte de postale extrêmement vigoureuse, comme celle que vous avez l'habitude de nous envoyer, 100 mètres de timbre, ce qui coûte moins cher, mais enfin, bon, voilà. Et puis alors donc, les auditeurs... C'est pas la vie de Franck qui téléphone, je le dis tout de suite.
Il me dit fais court parce que ça coûte cher le portable. C'est vrai en plus. Bon, enfin, ça nous a fait plaisir. Je pense que ça a fait plaisir aux auditeurs de savoir que vous êtes toujours à la barre du navire, même si vous êtes dans le haut quartier général. Et voilà, moi, pendant ce temps-là, je rame. Et donc, j'espère... Il faudrait être un peu plus musclé que vous pour secouer le cocotier au point que je tombe, hein, je vous le dis. J'en ai point l'intention, mon Serge. Voilà. Donc, alors les auditeurs seront une joie de vous réécouter, de vous réentendre la semaine prochaine. Je me réjouis. Et d'ici là, vous avez un message ultime à... D'ici là, je les embrasse à tous, plus que jamais. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Eh bien, il le voudra. À bientôt, mon cher Serge. Au revoir.